Eh bien bonjour, bonsoir tout le monde. Oui Rudy, bonsoir. Nous on est le soir, mais les gens tous Bonsoir. bonsoir. En Bonsoir. fait, je sais pas s'il y a une ref ou pas parce que tu le fais à chaque fois, mais Qui? toi, le bonsoir en deux comme ça, très lent. Aucune ref, mais par Aucune contre, ça veut ref. dire que l'intro est déjà elle va déjà être très longue. L'intro est déjà très longue. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bon, on se retrouve avec les, euh, les trois chroniqueurs habituels accompagnés de moi-même. Donc on retrouve ce soir Rudy, Yono, Clément et moi-même Johan. Bienvenue sur le podcast, c'est le 4e épisode. Comme d'hab, nous on enregistre, voilà, donc comme je disais le soir. On vous a préparé ce soir 3 chroniques, hein, voilà. On change Deux. un petit peu de format, ou 2, ça dépend de la qualité de la troisième. Et puis de vos côtés, j'ai préparé un petit jeu, voilà, qu'on calera en avant-dernier, histoire de diversifier un peu tout ça. Comment ça va vous, messieurs, cette fois-ci? Enfin, je précise que je m'adresse à vous contrairement à l'épisode dernier. Ça va bien? Ouais. Oui, ça va, écoute, Ouais. ouais, on attaque le mois de juin qui est souvent un mois très chargé, donc C'est vrai. pas mal d'événements, pas mal de choses à faire avant l'été. Donc, Ouais, t'as fait quelques salons, toi, récemment, non? on a fait le FIC à Lille au mois d'avril, et là, dans 2 semaines, je serai au HAC à Paris. Johan aussi, enfin Yono. Oui, Allez, j'ai hâte. Ouais, c'est un peu le gros salon de la cybersécu en France. Ouais, côté, cybersécu technique, on va dire. côté commu, hacking, etc. Ouais, c'est vraiment le plus gros, le plus vieux. Je crois que c'est 2 à 3 000 personnes, hein, la jauge, si je dis pas de Ouais, bêtises. Donc, ok. ouais, Ouais, donc, il y a du people. ouais. C'est vachement bien, faut venir. Mais on dit pas ça parce qu'on fait pas partie de l'orga ou on a fait partie de l'orga de l'événement, pas du tout. Ah oui, tu le dis aux auditeurs, tu dis pas ça à nous. Ah Si, oui. tu peux venir aussi, Ah en non, vrai. Hein. on peut y aller aussi, on va être complètement perdu, mais on peut y aller. Mais c'est ces trucs-là où il faut venir sans son téléphone, sans son PC, sans. Non, non, ça c'est si t'es Si pas tu viens, réglo. mais tu les laisses éteindre dans ton sac. Et puis, en parlant de salon, nous, c'est pareil avec Rudy, on a des choses qui arrivent, hein, notamment fin du mois, on sera à Sonytech. Donc voilà, si vous êtes du côté de Montpellier et que vous avez vos billets pour Sonytech, n'hésitez pas à venir nous passer faire coucou. On parlera de comment intégrer l'open source dans l'ADN de votre entreprise. Voilà, Voilà. Bon, bah. Et ça, c'est si le podcast sort avant, dans 2 semaines, tout à fait. et que vous écoutez pas en 2026. C'est ça. Mais c'est bien, vous mettez un challenge pour la post-prod, bravo les gars. Je sais que j'ai un peu de dispo demain, donc il y a peut-être moyen que si vos pistes son sont pas trop dégueux, ça puisse sortir dans la semaine. Ah, t'as de la dispo demain? C'est bon à savoir, ça. Le client est fermé en ce jour férié des solidarités pour C'est certains. vrai que c'est férié demain. Oui. J'ai jamais compris ce jour, c'est un bordel. C'est pas compliqué, tu veux que j'explique? Non, 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 m'explique pas. Les intros sont Chronique. trop longues, Clément. Les intros sont trop longues. Ok, juste le petit rappel quand même, histoire de rallonger encore cette intro, le petit rappel de ce que c'est que Forkit, si vous débarquez. Donc globalement, Forkit, c'est un peu tout autour de la tech. C'est une communauté où on organise des conférences, des meet-up, des podcasts que vous écoutez actuellement, mais aussi d'autres choses à venir dont on parlera un tout petit peu plus tard. Voilà, la communauté grossit de plus en plus. Le site aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a vraiment beaucoup de pages maintenant qui présentent un peu tout ce qu'on a fait. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça et puis à partager, suivre tout ce qu'on fait. Il y a toutes les VOD quasiment des différents talks et compagnie. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Et voilà pour la partie Forkit. On va commencer du coup avec la première chronique. C'est Clément qui va commencer cette soirée pour nous, encore une fois, parce que c'est vrai que la gestion du temps, voilà.
Clément, premier de cordée, première ligne. C'est ça, pour nous parler de piratage, de timing de piratage, 30 minutes pour pirater l'administration de Trump. Voilà. Ah ouais, effectivement. Mais avant de commencer la chronique, je voudrais déjà la dédier à tous les experts en communication et en gestion de crise. Ayons une pensée pour ces gens qui œuvrent dans l'ombre pour permettre à certains de garder la face. Et là, je pense surtout aux équipes de l'administration Trump qui doivent vivre un véritable calvaire depuis le début d'année 2025. Et non, on ne va pas parler de sa stratégie ou de son absence de stratégie sur les tarifs douaniers. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet bien plus explosif, la sécurité, ou plus précisément ici, son absence flagrante. On commence avec une histoire qui implique le journaliste Jeffrey Goldberg, le rédacteur en chef de The Atlantic. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Ça se passe Oui. le 11 mars, donc ce n'est pas si vieux que ça. Goldberg a été ajouté par erreur à un groupe Signal qui s'appelait Outils PC Small Group, réunissant deux responsables de la sécurité nationale, le vice-président de J.D. Vance, le secrétaire de la Défense, c'est l'équivalent du ministre des Armées, le directeur de la CIA, etc., etc. Et le groupe discutait en temps réel de détails opérationnels sur une frappe imminente contre les Houthis au Yémen. Donc au départ, Goldberg pensait que c'était une simulation, une sorte de tentative de désinformation. Sauf que quelques heures plus tard, les frappes ont été confirmées par les médias. Donc là, il a réalisé qu'il était réellement dans une vraie boucle Signal avec des vrais gens qui parlaient de vraies attaques et de trucs ultra confidentiels. Donc il a quitté le groupe, il a écrit un article sur ce fait d'armes-là qu'on a appelé le Signal Gate. Et donc ça a fait une très très grosse controverse sur l'administration Trump. Pour rappel, Trump est aux manettes officiellement depuis la fin janvier 2025. Il a été élu en novembre, mais la prise de fonction a eu lieu en début de cette année. Donc ça faisait à peine 2 mois au final qu'il était là, que son administration était au travail et on avait déjà un bon gros truc, quoi. C'est l'onboarding, c'est toujours un peu, toujours un peu de cafouillage. C'est ça. C'est ça. Mais croyez-moi, dans cette histoire, le pire reste à venir parce qu'on va voir ensemble qu'avec un peu de curiosité, un smartphone et une appli douteuse, on peut faire encore beaucoup, 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 beaucoup pire. Et alors, repensez encore une fois aux gens qui travaillent sur la gestion de crise, parce que franchement, ça fait peur. Petite question pour commencer, est-ce que vous savez qui est Mike Waltz? C'est pas du tout. C'est pas le mec qui a sauté suite à cette affaire-là? Non, c'est un autre. Donc c'est un ancien militaire. Aujourd'hui, il est représentant républicain de Floride. Il a été pendant 3 mois conseiller à la sécurité nationale de l'administration Trump. Je dis il a été parce qu'il a été viré. Enfin, comme on dit en politique, il a été nommé ailleurs. Vous comprenez, nous avons besoin de ses compétences sur ce dossier. Insérer le nom du dossier fictif. Pardon. Voilà, il faisait trop de bruit, donc on le recase histoire de garder la face. Donc, on pense encore à nos experts en com de crise. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre Mike Waltz? 30 avril, allez, un petit mois et demi après le Signal Gate, déjà assez coton, il y a une image qui a été prise, une photo qui a été prise lors d'une session au Congrès avec Mike Waltz au premier rang, et on voit son téléphone en gros plan, et vraiment allumé avec quelque chose dessus, et notamment sur cette capture-là, on voit une application qui s'appelle TMSGNL. Alors ça parle à personne parce que c'est pas très explicite comme application. En fait, il s'agit d'un clone non officiel de l'application Signal qui a été développée par la société Télémessage. Et quand on est sulfureux, sous le feu des projecteurs, comme Trump, les États-Unis et donc son administration, eh bien, quand on commence à voir le responsable de la sécurité nationale qui a une application un peu étrange qu'il y a sur son téléphone, forcément, ça attire l'œil de quelques curieux. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'il y a une personne qui s'est intéressée donc à cette application-là développée par Télémessage. Donc, il a scanné différents domaines et
farfouillant du coup sur le net, hein, il a trouvé différents domaines comme secure.telemessage.com ou archive.telemessage.com. Il a suspecté l'utilisation d'un outil de diagnostic, ça s'appelle Springbot Actuator. Alors, moi, je connais pas, mais c'est un outil de diagnostic qui est assez réputé pour être un peu troué et surtout quand il est mal configuré. Donc, en faisant un petit peu de fuzzing, il a fini par trouver un super endpoint qui s'appelle HipDump. Et ce endpoint-là, il possède un fichier Java qui expose la mémoire du serveur en temps réel, accessible publiquement et sans authentification. Et là, ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal. Alors, le problème, c'est que ça s'arrête pas là, puisque dans le dump, il y avait beaucoup de trucs croustillants. Alors, dedans, notamment, on avait en clair des identifiants, des mots de passe, certains, dont ceux de certaines administrations, notamment la Custom and Border Protection, ce qui pourrait être l'équivalent des douanes françaises, Coinbase, qui est un dégât collatéral pour ce coup, puisque ça n'a rien à voir avec l'administration Trump, mais il utilise aussi ce service-là. Et donc, notamment, ces identifiants et mots de passe sont hachés. Alors, Yono, assieds-toi parce que tu vas tomber de ta chaise. Ils sont hachés en MD5. Voilà, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une méthode. Même sans être dans la sécurité, tu sais. Une méthode de hachage. Donc ça fonctionne. On prend un texte en clair, on la passe en méthode de hachage et il faut une sorte de token pour revenir à l'état d'origine. Le problème, c'est que ça a été pété il y a 15 ans, même plus peut-être. Ça a dû être fait il y a 15 ans, il y a 20 ans. MD5, quand j'étais en études, on me disait déjà, non mais SHA-1, c'est bien, MD5, non. Voilà. Donc, on a des identifiants qui sont hachés avec du MD5, on a des messages textes qui sont échangés en clair, qui viennent de l'application télémessage, donc on a des logs de chat, on a des conversations de groupe, on a des métadonnées, et cerise sur le gâteau, cherry on the cake, comme disent nos amis outre-Atlantique, des clés de chiffrement privées, et d'autres données sensibles qui sont directement présentes en mémoire. Voilà, tout va bien. Alors le pire, c'est que, et là on revient sur le titre de ma chronique, le hacker explique que ça lui a pris grosso modo une trentaine de minutes au final, puisque en fait il a fait juste ce qu'on appelle de la RICO, donc il a fait de la reconnaissance, il a identifié des serveurs, ensuite il s'est attardé sur un endroit un peu précis, il a suspecté un outil. Il a fait un peu de fuzzing, il a fini par trouver un sous-dossier un peu sulfureux, surtout quand il est accessible en public, et patatras, on accède à un document confidentiel et qui lui permet surtout, le pire, c'est d'aller derrière, en fait, d'aller plus loin, et donc d'accéder à différents comptes, puisque je rappelle, il y a des clés de chiffrement privées. Alors les clés de chiffrement privées, c'est ce qui va permettre de déverrouiller des messages, de déchiffrer des trucs qui sont pas normalement lisibles. Donc c'est vraiment un enfer. Alors, le plus gros problème qu'il y a là-dessus, ça vient de base sur un environnement technique qui est défaillant. Donc par défaut, certains endpoints comme le fameux slash HipDump, du coup, sont exposés par l'outil Springbot Actuator, qui est un outil de debugging de base, sauf qu'il n'y a pas de protection poussée dessus, et donc c'est laissé en prod. Il y a eu aussi apparemment des anciennes versions qui avaient des vulnérabilités, donc qui ont permis aussi d'exploiter facilement ces différents composants. Donc côté télémessage, puisque c'est télémessage qui opère ces serveurs, rien ne va. Et puis truc qui fait mal derrière, c'est qu'en fait, quand on fait un reverse de l'application, puisque c'est ce qui a été fait sur la version Android de télémessage, en fait, on se rend compte que les messages donc sont déchiffrés sur l'appareil. Je rappelle, Signal, c'est une application de messagerie instantanée chiffrée de bout en bout. Donc, si j'écris à Rudy, mon message, il est chiffré sur mon téléphone, dans lequel il part vers le téléphone de Rudy. Rudy le reçoit, il le déchiffre à ce moment-là. Donc ça fonctionnait bien, sauf que derrière, les messages étaient envoyés en clair au serveur de télémessage pour archivage. Voilà. Donc du coup, on perd toute la brique sécurité. Voilà. Donc si on fait un rapide bilan des dégâts, donc le hacker a pu accéder à des données appartenant donc à différentes agences gouvernementales, différentes entreprises. Alors pour l'anecdote, Coinbase a fait son arrivée dans le S&P 500. C'est les 500 plus grosses cotations boursières américaines. C'est notre CAC 40, mais à la version américaine, ils sont pas 40, ils sont 500. Le jour même, ça a été rendu public, et donc
l'action de Coinbase. Alors, si vous êtes en podcast, vous voyez pas, mais je fais un bon gros mouvement qui va du bas vers le haut. Du haut vers le Du bas. haut vers le bas. Pardon, oui, qui va. Parce que du bas vers le haut, ça fait que c'est tendu. Eh oui, ça dépend de la main. Ça dépend de la main et de l'angle, mais bon, c'est un autre débat. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, le pire, c'est que dans l'histoire, Tim Waltz, Waltz, pardon, il n'a pas été compromis, lui. C'est en fait le gars qui a fait la bonne grosse théorie des dominos. Voilà, donc c'est un peu Pendant con. Ouais, exactement, voilà. Alors, du coup, quand même, quand on parle de tout ça, la question qui fâche. Moi, il y a un truc qui m'a quand même choqué dans cette histoire-là. On parle quand même des États-Unis, hein, pas de la nouvelle start-up Garage. Comment une administration, enfin l'administration américaine arrive à utiliser une solution qui est extraterritoriale, comme des États-Unis. Sachant en plus pour l'anecdote, Télémessage, c'est une boîte israélienne. On connaît nos amis israéliens sur le volet cyber et le volet renseignement. On sait que c'est pas les cancreux du fond de la classe. Voilà. Donc je veux juste partager il y a vraiment réaction si vous en avez, mais c'est juste ce truc-là déjà de base. Des US qui utilisent une appli extraterritoriale pour stocker des messages, notamment fédéraux. Ça me paraît ça. Mais alors, moi, la première question, c'est mais pourquoi ils n'utilisent pas l'appli de base en fait? Là, Alors, c'est le deuxième volet, parce que en fait, il y a quand même je voulais parler du hack de haut vol, même pas. En fait, c'est un hack un peu naze, même. Enfin, attention, hein, le hacker, il a fait du boulot, machin, mais ce que je veux dire, on n'est pas sur le truc, tu sais, scénario à la Hollywood, etc. Avec de la transpiration. Là, le mec, il a même pas le temps d'aller se faire un café, quoi. Il a même pas eu le temps de prendre une Red Bull dans la nuit, ça lui a pris une demi-heure. Et puis surtout, lui, il l'a annoncé, enfin, il l'a dit, mais qu'est-ce qu'il dirait pas qu'on fait la même chose sans le dire? Ah bah, vu la facilité, effectivement, pour trouver ça et pour compromettre le truc, ça c'est. Je pense que au-delà de l'aspect un peu médiatique de ça, je pense que pour des responsables sûreté, je pense que là on dépasse même le cadre cyber. Là oui, je pense qu'effectivement ils ont ce droit dans le dos. Ouais. C'est ça. Alors, j'enchaîne avec la fin de la chronique. Tu poses la question, Rudy, mais pourquoi je n'utilise pas l'application de base, en fait, Signal? Justement, le cas de Télémessage, c'est un très bon exemple de quand la conformité est un frein à la sécurité. Donc, si on prend un peu 2 minutes pour prendre le cœur du problème, on part de Signal. Signal, c'est le modèle de référence. On l'a dit, c'est un peu le standard de la messagerie chiffrée. Hein. Le code est open source, il est audité régulièrement. On a un chiffrement de bout en bout. Les messages sont stockés uniquement sur les appareils. Il n'y a pas de log sur les serveurs, pas de log inutile sur les serveurs de Signal. Il y a très peu de métadonnées qui sont partagées. Il y a vraiment le strict minimum, en fait, ce qui permet par exemple de voir que Rudy a lu le message que je lui ai envoyé. Donc on est vraiment sur le strict minimum qui est partagé via Signal. À côté, Télémessage, donc le clone, hein, parce que je rappelle comme Signal est open source, en fait on peut très bien reprendre cette partie-là et ajouter des briques. Hein. Et en fait, Télémessage a été développé pour être conforme à la législation américaine qui impose notamment au gouvernement, enfin aux administrations fédérales, etc., de garder des traces des échanges. Donc, on est vraiment sur une logique en fait d'archivage légal. Oui, donc, Attends, désolé, je te coupe, mais là, c'est débile. Ça veut dire que... Non, mais là, ça veut dire que... Parce que moi, comme tu présentais le truc, je me disais, bon, il utilise l'app, il sait pas que les messages sont archivés. Mais là, Si, oui, ils le savent, ils l'utilisent parce que justement, la réglementation, la conformité leur impose de stocker les messages. Et en fait, ils sont sur un modèle. Ah, mais en fait, Signal, c'est super sympa, super pratique, effectivement. Et d'ailleurs, nous tous, je pense qu'autour de la table, on est d'accord, puisque depuis la dernière chronique de Johan, on a réussi à migrer de WhatsApp à Signal pour notre boucle Forkit chronique podcast. Donc voilà, on a fait un heureux autour de la table. Mais vous avez toujours pas envoyé de nude. Hein. Non. Donc voilà. Donc donc télémessage version dégradée, si je puis dire. Donc elle a été codée pour être conforme à la législation américaine. Il faut garder des traces des échanges. Il y a des stockages des messages sur le
cloud, hein, donc voilà, de la confidentialité locale de Signal, possibilité d'avoir des accès administrateurs, d'avoir des genres d'activités qui sont détaillés, et bing badaboum, hein, la preuve en est, ça fonctionne bien. Donc le paradoxe, en fait, en voulant être plus conforme, on est surtout beaucoup moins sécurisé. C'est un peu comme installer une porte blindée, mais laisser les clés accrochées à côté au cas où l'auditeur en conformité en aurait besoin. Voilà, donc voilà, Ouais, mais petit sujet ouvert. Est-ce que la conformité réglementaire doit-elle primer sur la sécurité au sens technique du terme? Et vous avez 2 heures. oui. Ah, mais Voilà. du coup, ça explique le fait que ce soit pas le gars qui partageait les infos qui est sauté, parce que lui, en fait, quelque part, c'est un chef. Alors, Mais sur le principe, lui, il partage des trucs sur une appli qui est censée être sécurisée, qui est censée être inviolable, on va dire. c'est pas lui qui effectivement a demandé à mettre en place ça, parce que bon, ça date aussi des anciennes administrations américaines, hein. D'ailleurs, pour l'anecdote, en réponse à ça, la CISA, alors je sais plus c'est quoi l'acronyme de la CISA, ce que ça veut dire, mais c'est en gros l'équivalent de l'ANSI, hein, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information aux États-Unis. Ça a pris une ampleur tellement folle qu'ils ont créé une vulnérabilité dans la base Cave, qui est une base qui est entretenue par la CISA. Et le fait que du coup ça a été tagué dans cette base-là, ça impose aux différentes administrations qui utilisent l'application de télémessage, soit de régler les problèmes, donc ça veut dire de patcher, d'upgrader, de tout ça, soit de vulnérer l'application tout bonnement et simplement. Et je crois qu'ils ont 3 mois pour le faire. Ça rigole pas. Mais c'est Ok. Et c'est chaud quand Connu même. s'en remet, ouais, Connu s'en remet Ouais. toujours pas. Mais tu sais, tu disais que tu comprenais pas pourquoi des officiels comme ça n'utilisaient pas d'outils plus sécurisés. C'est dans tous les pays en fait qu'il y a ce problème-là, et en France on a exactement la même chose. En fait, on a l'ANSSI qui fournit des téléphones sécurisés à tous nos ministres et peut-être même à nos députés. Là-dessus, je suis pas sûr, mais en tout cas, on a des versions sécurisées. Je suis pas Et, sûr pour les députés. et en tout cas, la majorité des ministres en fait ne l'utilisent pas par peur d'être surveillés par l'ANSSI. Donc en fait, plutôt que d'utiliser une version sécurisée d'un téléphone, ils préfèrent envoyer leurs messages sur WhatsApp, hein, parce qu'en France, de souvenir, nos ministres Il y a communiquaient même, sur WhatsApp. ouais, il y a même eu pire, puisque il y a eu carrément pendant les élections de 2017, il y a eu des leaks à un moment donné, et notamment parce qu'en fait, alors c'était pas des politiques élus à ce moment-là, mais tout un parti était carrément sur des boucles Telegram. Et je rappelle, de base, Telegram, les messages de groupe ne sont pas chiffrés. De base. Voilà. Ouais, il y avait, j'ai un souvenir que Macron qui avait une adresse Gmail aussi. Ouais. Alors, après, qu'ils en aient, c'est pas gênant dans le sens où tout le monde a eu une vie avant et vous avez des Gmail. Donc voilà. Mais Mais, je crois qu'il l'utilisait. mais voilà, c'est le problème, c'est qu'ils l'utilisent pour leur. Cela dit, leur, politique. pour une fois en France, est-ce que on peut pas se targuer d'être les bons élèves sur ce point-là? Parce que je ne sais pas si vous connaissez l'application. Alors, je vois Johan fait sa moue. Breton. Non, Bon. mais alors non. Tu vas citer un truc qui n'est pas utilisé, c'est pour ça. Et je le vois venir aussi, oui. Non, mais parce que on peut dire. Alors après, le politique décide de pas utiliser. Bon, ça c'est un autre sujet, mais on a quand même la messagerie CHAP qui est basée sur Matrix, le protocole Matrix, et notamment l'application open source Element, qui est une sorte de front office pour que ce soit friendly et pas forcément en terminal. C'est opéré par la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, il ne dit pas de bêtises, donc une agence de l'État, et qui est ouverte en fait à l'ensemble des fonctionnaires de l'État. Donc c'est la même logique, c'est des serveurs qui sont centralisés, mais qui sont opérés par un agent étatique, basé sur quelque chose qui est open source, et qui est du coup régulièrement testé, audité, etc. Et c'est un principe aussi de chiffrement sur les communications one-to-one et sur les rooms à plusieurs personnes. Donc, en tout cas, je préfère, parce qu'après, est-ce que c'est beaucoup utilisé ou pas? Ça, c'est encore une fois, c'est un autre sujet.
Enfin, c'est un autre sujet. Voilà, techniquement, on s'éloigne du truc, quoi. Mais en tout cas, versus utiliser une application extraterritoriale développée par des mecs qu'on connaît, qui aiment bien faire du service de renseignement. Où je me dis, pour une fois, on n'est pas les pires, on n'est pas les pires de la classe. C'est c'est une manière de voir les choses parce que bon, je pense qu'après les Américains ils ont quand même les moyens de. En plus ça va si c'est Israël qui a développé le truc, ça va. C'est pas comme si ils n'étaient pas en bonne relation avec eux quoi. C'est pas les Iraniens ou Ouais. Après, je te les rappelle Chinois qu'il y a quoi. la tête du pays en ce moment et qui tweet Oui, mais c'est. noir à 8h02 et blanc à 8h03. Et- Ben, j'ai écouté un podcast, le collimateur, un gars qui écoute un auditeur de notre podcast m'a recommandé et c'est un truc de géopolitique et ça parlait du Canada et des États-Unis et il disait alors il y a Trump mais il disait que en vrai ça change pas tant de choses que ça se retrouve quand même enfin il y a Trump et Musk aussi qui font les fifous mais il y a quand même des gens entre les deux tu vois qui eux restent quand même rationnels et se parlent et Il y gèrent les a, choses donc comme on dit, il y a encore un adulte dans la pièce. Hmm. donc, ok mais du coup qui a sauté sur ce truc Bah, Waltz, en fait, parce que tu disais, oui, mais lui, c'est pas sa faute, machin. Alors, ok, par contre, quand t'es, en gros, un mec qui s'occupe de la défense nationale, t'évites de te faire prendre en photo avec ton téléphone pro par un journaliste, déjà, de base. Et puis, bah, après, on peut aussi parler du service d'ordre, parce que, enfin, liberté de la presse, mais contrôle des informations, enfin, juste checker sur la photo, il y a pas de données confidentielles, donc vous pouvez la publier. Ah non, il y a une donnée confidentielle, vous me l'effacez, on va la refaire. Liberté ah oui de la presse, tout ça. c'était en photo ok d'accord c'était en photo Ouais, en comme fait, ça c'était, il y a je sais plus, en fait, la photo elle est encore dispo sur le net. Au final, ce sont le mal est fait. Tu sais, ils sont sur une grande tablée et donc tu sais, il y a quelqu'un qui a ok dû prendre une photo de tous les gens là. C'était une réunion du congrès, un truc, je sais pas Oui, quoi. voilà, c'est une photo officielle, pas une photo Oui, voilà, volée. c'est ça. C'est pas effectivement un mec dans la rue qui s'est amusé à zoomer sur l'épaule du gars. C'est vraiment le mec qui est au premier rang, il est comme ça, avec son ouais téléphone bon en mode regardez. alors je vais me faire l'avocat du diable hein mais bah oui c'est au service de communication de vérifier ça enfin c'est pas lui qui va vérifier la photo enfin tu vois il y a plein de défaillances et c'est Disons le que problème lui, il devrait y penser, il devrait être sensibilisé à attends, photo, donc mon téléphone, voilà, je le cache, tu vois. Il devrait à minima avoir un filtre écran, hein, comme moi, par exemple, même sur mon téléphone. Et puis effectivement, après, c'est le service d'ordre, le service de sécurité qui devrait à minimum checker ce genre de truc-là, effectivement. Là, il y a Et accessoirement, rien je qui va. pensais que les États-Unis avaient des services qui étaient capables d'auditer les logiciels utilisés par l'administration. Oui, oui, oui. On parle quand même de Spring Boot Actuator, hein, qui est comment dire, n'importe quel pentester en herbe qui fait du Hack the Box ou du Try Hack Me il y a un jour dû exploiter du Spring Boot Actuator qui a le endpoint heap-dump qui est désactivé depuis 2017 hein, quand même. Normalement, voilà, Ah par ouais, défaut. je suis pas allé jusque-là sur Par défaut, c'est plus activé. Donc, soit ça veut dire que c'était une très très vieille version et ils l'ont laissé active, soit c'est, on va dire, comment dire, un débrayage volontaire de la sécurité du projet. Non, Donc, dans tous les cas, je pense qu'ils avaient des équipes sécu qui auraient pu être en mesure de le trouver. Ouais, c'est clair. Donc, c'est vraiment dommage. Bon, après, voilà, ce qui est fait est fait. Hein, ça peut Eh arriver. oui, mais ça fait une belle chronique, tu vois. Voilà, Ça, exactement. rien que pour ça. Ouais, et puis en plus, c'est un sujet qui est pas tellement connu, puisque j'avais pas vu passer tout ça, pour le coup. Ouais, bah, en fait, c'est en même temps, après, il y a eu les tarifs de Trump Oui. avec je Oui, mets ça a pris 150% plus la de Chine. place. Mais... À quoi Chine, il a dit qu'il mettait 90, et ben je mets à 253. Ça a pris plus de place dans les news, effectivement. Il a fait plus en plus parler de ça que de Waltz qui se fait prendre en photo avec son appli confidentiel. et du coup il s'en sort ouais ok non Ouais. bah Mais mais mettez repositionné ailleurs.
On a besoin de ses services dans un autre truc. Par contre, l'autre, avec le truc des journalistes, là, oui, ça, tout le monde a entendu parler quand même. Oui, parce qu'en plus, ça- ça en plus c'est plus facile à expliquer, c'est-à-dire qu'il y a vraiment voilà, les gars ils se sont fait un canal sur Signal où ils ont dit on va aller taper les méchants à tel endroit et on va inviter les journalistes pour parler de ça. Mais c'est vraiment une erreur. En fait, ils l'ont invité par erreur, quoi. C'est vraiment, il y a un mec, il a juste merdé, et il a pris le mauvais contact, je pense, et personne n'a rien vu. Et, Et par contre, qu'est-ce qu'ils foutaient sur Signal, puisqu'ils ont une application bah, j'ai revérifié les infos parce que moi-même, je me suis du coup posé la question, mais l'exemple que Yono prenait de l'ANSSI fournit des téléphones sécurisés à nos ministres et ils utilisent WhatsApp pour parler entre eux, je pense que là, on a encore un très bon exemple de voilà, on a une appli télémessage qui est ultra sécurisée ou pas, mais nous on utilise Signal parce que voilà. Au final, ils ont bien fait d'utiliser Signal. Oui, donc quand tu invites un journaliste dans la boucle. Ouais, mais sauf que il y a quand même, il doit rester plein d'autres groupes et il y a plein d'autres trucs qui sont pas sortis, alors que sinon. Tout à fait. Incroyable. Et d'ailleurs, ça me fait penser parce que je crois que le truc, t'as dit, là, ils ont signalé un truc dans je sais plus trop quoi, et ils ont 3 mois pour patcher. Ouais. C'était pas l'objet d'une chronique précédente où Trump, il allait couper l'argent et. Oui. Oui, effectivement. Trop fort. Oui, on fait le MCU. Le MCU de Du coup, ça a donné quoi, ça Alors, ça avait été, comment dire, le budget avait été alloué pour un an supplémentaire, un truc comme ça. J'ai plus tous les détails. Mais de souvenir, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, ils ont commencé à réévoquer le fait que les budgets allaient être grandement taillés pour le CISA. Ah ouais. Donc voilà, de toute façon, c'est pas encore fixé, hein. Je crois que il doit y avoir des moments bien précis pour voter des budgets et là, pour le moment, c'est pas le cas. Oui, parce que si Mais on suit un peu la politique américaine, pour le moment, Trump a beaucoup gouverné par des executive orders, en fait des trucs qu'il peut signer directement depuis la Maison Blanche sans le Congrès, mais il y a quand même des limites. Et donc là, il va rentrer dans une grosse phase où il va devoir aller affronter le Congrès, quoi. Donc c'est pas le CISA n'est pas enterré, quoi. Ouais. Sachant que le CISA, du coup, pour ceux qui nous écoutent, c'est le Cyber Security and Infrastructure Security Agency, donc l'agence de sécurité des infrastructures et de la cybersécurité. Donc quand ça, même, c'est on expliqué rigole dans pas avec un tout ça, podcast quoi. précédent. Oui, voilà, je sais même plus si Donc écoutez-le. on l'avait dit. Épisode 3. Épisode 3, d'ailleurs, tout à fait. Celui d'avant, parce que ce sera le 4. on espère, en tout cas. On espère. Si tous les records audio sont bons. En tout cas, merci beaucoup Clément pour ta chronique. Franchement, elle était bien cool. C'est toujours croustillant. Je manquais de popcorn pendant que tu parlais. Parce que toujours les petits sujets où t'es en mode, ah oui, yum. Mais on te remercie tous pour nous éviter les bruits de mastication. Insupportable de toi en train de chercher ton popcorn dans la boîte. Quelle horrible idée pour un podcast, effectivement. Première petite interlude. On va parler des petites news for kids. On a déjà on a fêté les 1 an de l'événement de Rouen cette semaine. Le 7 juin. Le 7 juin, tout à fait. C'était joyeux anniversaire. Allez voir sur le site, il y a toutes les infos, il y a les photos et tout, c'était vraiment cool. Donc, il y a les VOD aussi. Il y a les VOD aussi, tout à fait. Il y a les VOD et puis ouais, donc ouais, il y a tout ça, il y a tout le contenu. Donc ouais, déjà ça c'est trop cool, franchement. Voilà, ça fait 1 an qu'on a fait notre premier gros event. Donc ça fait plaisir. Dans les autres news, alors si vous avez des enfants, ça va vous intéresser. Si vous êtes dans la région de Rouen, le podcast sort avant. Et si le podcast sort avant, tout à fait. Et de toute façon, je vais faire un pré-roll aussi, je pense, pour prévenir tout le monde, même ceux qui écoutent les premiers épisodes. On peut faire ça, donc ça va être chouette. Je ferai une petite annonce pour tout le monde. Mais on organise un for Kids
Voilà, très facile à prononcer à chaque fois la langue qui forge. Mais on organise ça donc le 12 juillet, donc pendant les grandes vacances à Rouen. C'est dans les locaux d'Atineos, qui est une ESN rouennaise. Sponsor de Fort Kit Rouen. Et sponsor de Fort Kit Rouen et aussi entreprise d'un de nos chroniqueurs. Eh ben, j'étais même pas au courant, tu vois. Donc, on en découvre des choses. Excuse-moi, on a géré ça directement avec les boss, hein, parce que bon, les gens comme toi, ça nous intéresse pas. Les gens de la Oui, bah, tech. j'imagine tout à fait, ouais. Mais donc voilà, on organise ça donc le 12 juillet dans les locaux d'Atineos. Donc voilà, ils sont sur les quais de Rouen, donc vraiment c'est hyper accessible. 20 boulevard Ferdinand de Lesseps. Voilà, ça, Voilà. je peux vous le donner. Pas loin des Dock 76 pour ceux qui sont pas bons Voilà. en nom de rue. Tout à fait. Donc vous pouvez vous garer au parking des docks Ou et venir en gratuite. transport en commun. ou venir en transport en commun. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en campagne, donc je pense aussi à eux. Mais oui, tout à fait. Les transports Il en n'y a plus commun, de ZFE, donc vous pouvez prendre votre vieux diesel qui pollue. c'est ça. Non, mais c'est hyper accessible en transport. Il y a de quoi mettre des vélos et tout ça. Donc voilà, je pense que tout sera indiqué sur le site quand la page sortira. Voilà pour cette petite news-là. Et puis alors, pour une autre news qui, elle, arrive dans un peu plus longtemps, mais ça va venir vite quand même, en vrai, parce qu'en octobre, on organise une journée de conférence en Malaisie, à Kuala Lumpur. Voilà. C'est à côté de Rouen. On peut y aller en transport on aussi. peut y aller en transport aussi. C'est des transports en commun, hein, ça marche. Est-ce qu'il y a 3 heures de parking gratuit comme au Dock 76? Mais donc voilà, ça c'est en train de se préparer. On en est vraiment au début de la planification de tout ça. Mais le CFP Voilà, tout tout à va fait. ouvrir. Oui, Le ouvert. CFP va ouvrir ou est ouvert quand vous écoutez ça. On a le lien pour l'instant qui est en privé. Voilà, les gens de la sécurité, si vous voulez trouver le lien pour poster en premier, on vous prendra. Voilà. Mais voilà. Donc ouais, Fort Kit Malaisie plutôt fin octobre. Voilà, pareil, activer les notifs partout pour être au courant. Le site, il y a un flux RSS, hein, je le rappelle, pour les événements. Donc pareil, vous pouvez suivre tout ça. Et voilà pour les petites news. Fort Kit, je crois que j'oublie rien. Si j'oublie un truc. T'oublies du podcast, en fait. Il y a pas mal de Oui. choses en montage. Ouais, tout à fait. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'être montées. Effectivement, j'avais oublié cette partie-là sur la partie interview. Je crois qu'on en avait parlé déjà dans le podcast précédent, mais voilà, ça se précise de plus en plus. Là, il y a beaucoup de records qui ont été faits. Et actuellement, voilà, c'est en train d'être monté, préparé, etc., etc. Et ça arrivera sur le même flux de podcast. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller souscrire un autre flux. Ça va arriver dans le même. Ce sera clairement indiqué avec les covers ou les titres et tout ça que ce sont des formats un peu différents, mais voilà, donc Rudy a pu rencontrer plein de gens différents et apprendre plein de choses sur ces gens-là. Donc ça va être très chouette. Très hâte que tout ça sorte. Voilà, et alors oui, pareil, j'ai vu passer un message aussi là sur le WhatsApp for Kit, parce qu'on a un WhatsApp for Kit, donc pareil, rejoignez ça, pareil, pour être au courant, être les premiers prévenus, parce que là, je pense qu'on va miser plutôt sur WhatsApp. Désolé, Yono. Mais pour les communautés, clairement, c'est. Nous, on n'a rien à cacher, hein. Tout est public. Oui, hein. après, Non, voilà. non, je ne veux pas entendre ça, je n'ai rien à cacher. Mais donc ouais, donc on a une communauté sur le WhatsApp. L'avantage, c'est qu'on peut faire des différents salons, etc. Les gens peuvent rejoindre que le salon de leur pays et compagnie. Donc c'est vrai que c'est plutôt pratique là-dessus. Mais donc oui, la question en l'occurrence, c'était quand est-ce qu'arrivaient les VOD de Tunis. C'est en train d'être monté, donc ça devrait plus trop tarder. On a quelqu'un qui est sur le sujet, donc voilà, ça devrait pas trop tarder pour les VOD de Tunis. Voilà pour les petites nouvelles de Fort Kit. On va enchaîner avec une chronique dont le titre est, attention, accrochez-vous, chronique d'un chroniqueur en roue libre, mais joyeuse.
Devinez qui va la faire. Rudy, je te laisse nous en dire plus parce que là, Forcément moi. franchement, je sais pas quoi en faire. Là, tu te démerdes. Attends, je vois un coup d'eau. Je pensais que tu faisais un mini-jeu avant. Je vois un coup d'eau. Oui, bah attends, on va parler de mini-jeu avant parce que j'ai commencé à chercher puis j'ai oublié ce que tu avais dit. C'est quoi la page qui est cachée? Ah, le CFP de quoi là? Ah, bah t'es sûr qu'il est caché? Ok, non, ok. Non, en fait, le lien, Tu serais prêt à parier une grosse somme d'argent sur cette vidéo? Non, mais le lien, d'ailleurs, si ça se trouve, il est dans le code source du site et la PR a pas été mergée, j'en sais rien. Mais en gros, le lien va bientôt être publié. Il est public, juste, il est pas disponible sur le net pour l'instant, je crois. Il est ouvert, en fait, si tu y accèdes, il n'y a pas de souci, quoi. En fait, le Non, mais en CFP, fait, c'est si je vais sur l'event, je vois le lien Call for Paper. Ah bah voilà, il est déjà publié, bon bah voilà. En fait, c'est lui qui l'a publié. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Moi, je suis en mode, ouais. Voilà, tes mini-jeux, ils sont vraiment nuls. Hein. il est fort ce hacker, hein, franchement. Putain, vraiment, Ouais. il est incroyable. Johan, c'est vraiment Hackerman. Hein. Oh là là, tellement. Mais tu vois, j'avais complètement zappé que c'était déjà publié, donc. Alors, Rudy, Donc- ouais, dis-nous en plus, parce que vraiment là, Alors, Donc, je voulais faire une chronique saignante sur la fin du monde économique à cause des boomers et de la génération Z. Mais franchement, j'ai eu une panne d'inspiration, enfin une flemme en fait, et pas vraiment une flemme, plutôt une panne d'inspiration d'être saignant. Donc, ma chronique, ce sera un top 5 de mes utilisations originales de ChatGPT. Oh non. Mais si ne vous inquiétez pas, here we go again. je pense que normalement, ça sera unique. Alors, ouais, désolé, hein, mais c'est un top d'utilisation originale de ChatGPT. C'est fièrement inutile, mais totalement vital. Donc, alors, est-ce que vous vous utilisez tous ChatGPT, on en a déjà parlé, etc. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé en plus. le Dans dans la chronique, à peu près. Pour ceux qui écoutent le podcast, ça fait 5 minutes, hein, mais Voilà. Et en plus, alors c'est faux, c'est pas que ChatGPT, c'est ChatGPT et Perplexity. Parce que je m'y suis mis quand même. Donc, est-ce que vous l'utilisez de manière originale? Ou est-ce que vous pensez l'utiliser de manière originale? Définition d'original. Et alors, est-ce que vous connaissez par exemple ces super motivation posts en fait, ou les motivation images, ce genre de choses en fait. Est-ce que vous avez déjà pensé à demander à ChatGPT de vous faire un motivational post caricatural? Vous devriez essayer. Et en fait, comme les exemples, ça parle mieux que les longues phrases, je vais vous en lire un ou deux, des vrais que j'ai déjà utilisés avec des collègues et des amis. Donc, Est-ce que le jeu, c'est de savoir si on l'a déjà vu passer sur LinkedIn ou pas? ce serait très drôle. ça peut aussi. Ce serait trop drôle. Par exemple, alors je sais plus qui avait un rhume, je pense que même que c'était moi, je crois que je me suis fait un motivational post pour moi que j'ai partagé à mes collègues pour leur expliquer que j'avais un rhume. Le rhume, l'épreuve des champions. Tu éternues, on est cool comme les chutes du Niagara, ne panique pas. Guerrier, guerrière, le rhume n'est pas une maladie, c'est un bootcamp du système immunitaire. Chaque frisson, un entraînement pour devenir plus fort. Chaque litre de tisane, du carburant pour ta résurrection. Chaque respiration par la bouche, une preuve de ta détermination à survivre malgré les épreuves. Les faibles abandonnent sous la couette, les légendes transforment leur grippe en une quête héroïque. Tu n'es pas un simple malade, tu es un combattant en pleine mutation. Hashtag nez bouché mais pas déterminé. Hashtag sniff et continue. Hashtag rhume mode survie. C'est clairement un post LinkedIn, ce que tu viens de nous dire. Mais C'est un motivational post caricatural. Oui, il me semble que dans mon prompt, j'avais dû lui dire style LinkedIn quand même. et encore, ouais, il a pas lu les emojis, hein, parce que Oui. Bon, vous pensez qu'un rhume, c'est un peu trop léger pour un motivational post? Ok. Sur une colique néphrétique, par exemple. La colique néphrétique, pour ceux qui savent pas ce que c'est, hein, c'est calcul rénal. La colique néphrétique, quand tes reins te mettent au défi. Tu penses avoir connu la douleur? Adorable. Attends de faire connaissance avec la colique néphrétique. Ce moment magique où ton rein décide de transformer ton corps en champ de bataille et chaque goutte d'urine en mission impossible. Une pierre dans le rein, un diamant en formation. Félicitations, ton corps fabrique des cailloux plus précieux que ton ex. Mais attention, ils ne sortent pas avec classe. Non, ils partent en mode scie circulaire dans ton urètre. Mais souviens-toi, tu es un ou une warrior. Après avoir survécu à ça,
Plus rien ne te fera peur, ni les impôts, ni les réunions du lundi matin, ni même les spoilers de ta série préférée. Tu vas hurler, pleurer, négocier avec des divinités inconnues, mais tu vas tenir bon. Parce que chaque guerrier forge son mental dans la douleur. Et toi, tu es sur le point de devenir une légende. Hydrate-toi comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Bois, bois, bois. Plus d'eau, moins de pierre, moins de souffrance. Fais-le pour toi, fais-le pour tes reins, fais-le pour éviter de redécouvrir ce niveau de souffrance digne d'un jeu vidéo hardcore. Alors tiens bon, héros du quotidien. Bientôt tu seras libéré, délivré, et tu raconteras cette épreuve en riant, ou pas. En attendant, respire, souffre également, et souviens-toi, même les pires tempêtes passent. Courage, champion, championne. Tes reins te remercieront un jour, peut-être. Voilà. Est-ce que ça te redonne pas la niaque, franchement? Ouais, je pense que 2 minutes de plus et que je fonds en larmes. Voilà, donc c'est mon premier tips en fait. En vrai, blague à part, c'est marrant. Si comme moi, vous savez pas, parce qu'en fait, des fois, les gens ont des problèmes, sont malades ou autres, et tu sais pas trop comment réagir. Bah, demande à ChatGPT de faire un motivational post caricatural. C'est un espèce de message d'encouragement pour la personne rigolote et c'est moins malaisant pour toi en fait. Voilà. Donc ça, c'était mon premier ma première utilisation originale et je pense qu'on n'est pas beaucoup dans le monde à le faire. Et en fait, si je fais cette chronique, c'est parce que plusieurs personnes, enfin au moins une, est venue me parler en MP en me disant c'est quoi ton prompt pour faire ce genre de message? Donc, donc si ça intéresse une personne, ça peut intéresser d'autres. Voilà, mon top 2. Donc, est-ce que vous avez déjà essayé de lancer un débat avec un fanatique sur un sujet que vous ne maîtrisez pas et vous n'avez rien à faire? Là, je vais vous donner un peu de contexte. Au boulot, on a une Swiftie. Et j'ai découvert que c'était une Swiftie. Donc, Swiftie, les Swifties, c'est des fans de Taylor Swift. Ah, Et ce qui est d'accord. intéressant avec ça, c'est que contrairement au fanatisme religieux ou idéologique ou compilatoire, celle-là, je vous laisse la chercher, avec les Swifties, tu peux discuter, rigoler et débattre. Bref, on a discuté, et un troll gentil en amenant un autre, ça a fini en débat Slack qui a commencé par un motivational post sur les Swifties, envoyé par moi. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que la personne en face sait que tu ne connais rien, absolument rien au sujet, tu vois. Mais c'est tellement un sujet qui les passionne qu'ils se sentent obligés de répondre. Et alors en plus, pour le coup, les réponses de ChatGPT, elles sont quand même gaulées sur le sujet et ses commentaires en fait. Donc je donne un exemple, je lui ai posé la question comment lancer un débat sans fin entre Swifties. Et là, il me répond lancer un débat sans fin entre Swifties, c'est comme allumer une bougie dans une pièce remplie de parfums inflammables, c'est instantané, ça sent fort l'émotion et personne n'en sort indemne. Voici quelques sujets ultra sensibles qui déclenchent des tempêtes de thread, machin, etc. Donc c'est vraiment assez intéressant ce genre de choses. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il te fait des commentaires. Donc je mettais la conversation au fur et à mesure. Donc moi, je comprenais pas grand-chose à ce que je racontais. Et la personne en face, en plus, savait que j'utilisais ChatGPT pour répondre, mais elle répondait quand même. Parce qu'on est sur du fanatisme. Donc ce genre de personne, et un Étienne, par exemple, aussi, ça peut marcher, je pense. Donc, Pourquoi ce fameux Étienne en prend une à chaque épisode? Je ne le connais pas, mais alors c'est que au travers Non, des mais 4 Johan, épisodes, tu c'est sais pas pas, fou. non, mais tu sais, c'est un mécanisme. En fait, la personne n'existe pas, mais tu sais, on fait, tu vois, ça du permet love. de. Ok. Exactement. et alors, je fais une parenthèse dans ma chronique. Le bonsoir coupé, là, bah, en fait, ça vient d'Étienne. Je m'en suis rappelé après que tu aies posé la question, mais j'ai mis un peu de lag. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc, dans mon débat avec la Swiftie, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il te répond, tu lui donnes le truc et il te fait parfait, Héloïse te tend la perche, c'est le moment d'enrober ta punchline, une fausse analyse sérieuse, tout en gardant le ton sarcastique. Voilà une réponse à lui balancer version ciné-esthétique, plus ironie de haute volée. Donc, c'est assez génial. Et alors, mention spéciale sur une punchline qui m'a trouvé, parce que moi, elle m'a beaucoup fait rire. Alors, ça a parlé de Endgame, qui a priori est une chanson de Taylor Swift. Donc, j'étais lancé dans un débat que je connais pas. Et la punchline, en fait, c'est ta passion est réelle, mais même l'amour ne peut sauver un morceau qui aurait dû rester un bonus track japonais. Ici, La punchline. franchement. Non, franchement, Celle-là, elle est honnêtement. validée. Ok. Non, mais là où, enfin, celle-là, il vous en donne plein. En plus, ça dépend de votre ton, etc. Mais honnêtement, essayez sur un truc qui soit pas, qui va pas faire, enfin, qui soit pas politique ou quoi que ce soit, qui va pas monter dans les trucs. Mais franchement, pour lancer un débat, et moi, vraiment, le truc qui me tue, c'est que la personne en face, en plus, elle savait que j'utilise. Mais c'est vraiment les fans hardcore
C'est-à-dire que tu donnes un nom de chanson, ça te donne, tu donnes un truc, ça dit le nom du titre, la date, machin, etc. Donc c'est assez intéressant en fait. Et est-ce que vous avez eu le Fanatic compilatoire? Compilatoire. Qu'est-ce que Non, ceci? non. Du coup, j'étais en train de flâner sur LinkedIn pendant que tu parlais. C'est le fanatique des langages de compilation, tu vois. Genre pourquoi Rust c'est le meilleur ou pourquoi ça machin. Je pense que j'ai jamais essayé, mais je pense que ça doit marcher aussi et ça doit bien marcher en fait. Donc mon troisième élément dans mon top 5 après c'est plus court, des trucs de ChatGPT. Est-ce que vous avez déjà essayé d'imiter quelqu'un avec du ChatGPT? Imiter quelqu'un au sens écrit? Ouais, plutôt écrit, mais pas que. Tu peux imiter. Bon, celui-là, je vais pas donner d'exemple parce que en fait, faut connaître les personnes, etc. Mais honnêtement, tu lui donnes un peu ces tics de langage. Tu lui donnes. Alors, plus la personne est verbeuse et plus c'est facile en plus. Hein. Tu lui donnes ces tics de langage. Tu lui donnes un peu les indications sur vas-y, tourne en rond ou va droit au but ou soit ça. Et après, tu peux faire des imitations, mais de toute beauté. Moi, j'en ai fait quelques-unes. Je vous cache pas que Ouais, moi je l'ai fait, mais pas en mode textuel, en mode vocal, et c'était assez flippant. Ouais, mais là, Et pourtant, ça date d'il y a 2 ans maintenant presque. Je sais pas si vous connaissez les sites, c'est Eleven Lab. C'est un peu le ChatGPT, mais voilà, vraiment version voix. Et en fait, tu peux lui donner des voix en fait pour lesquelles il va s'entraîner. Et franchement, la personne que j'ai appris, alors pour l'anecdote, c'est parce que on a un trip avec ma bande d'amis, c'est que quand quelqu'un prend la trentaine, on lui fait une vidéo pour ses 30 ans, un truc qu'il va garder en souvenir. Et pour la personne avec qui on avait fait ça, en fait, on devait la faire parler sur la vidéo, mais forcément, elle pouvait pas tourner sur la vidéo, elle devait pas avoir d'infos sur ce qu'on faisait. Sauf que comme on avait déjà fait 3-4 vidéos des 30 ans, j'avais beaucoup de rush de cette personne-là sur d'autres trucs. Donc j'ai réussi à faire une compile de peut-être 10 minutes de elle qui parle toute seule. Et du coup, j'ai pu lui balancer. Et franchement, le rendu, alors que Eleven Lab, t'apprends plutôt de l'anglais, eh ben, c'était assez flippant. Parce que du coup, après, forcément, il y a eu l'usage réel de la vidéo où on avait besoin du contenu qu'on avait besoin de lui faire dire. Puis après, il y a moi qui ai écrit, qui lui ai fait dire plein de conneries et qui est balancé ça en message vocal dans le groupe où elle était avec tous nos potes et c'était drôle. Bah, c'est drôle, mais je pense que c'est moins gentillet quand même. En tout cas, tu peux le faire avec des bons potes, mais là, en l'occurrence, avec des collègues, moi, je conseille d'éviter. Toi, le textuel, déjà, ça peut être. C'est plutôt. Mais en tout cas, c'est assez marrant comme exercice. Donc, n'hésitez pas. J'ai essayé de faire un truc avec Clément, mais c'est pas. J'ai pas encore. J'arrive pas encore à retranscrire tes tics de langage. Alors, j'ai mis le qualificatif verbeux, ça c'est ok, mais Verbe 15 sur 10. donc, mais je me posais la question, Yono, je pense que toi, tu connais plus Clément, tu pourrais peut-être réussir à écrire du Clément avec un beau chat GPT. Ça peut se faire, ouais. Mon quatrième élément de ma liste, c'est bon, les deux derniers, j'ai un peu plus galéré, donc j'ai juste scrollé dans mon historique chat GPT et expliquer des fétiches peu connus. Oh. C'est vachement pratique. T'as quand même vachement de temps à perdre. Alors, Johan, j'étais en train de dire exactement la même chose. Mais qui fait ça? Enfin, qui a le temps de faire ça? Et ben, Tu as un enfant, Rudy. Tu n'as pas le temps. Comment tu fais? Justement, là, c'est un des tous ces trucs, tous ces exemples sont vrais, ont été utilisés dans des vrais contextes, tu vois. Et justement, en fait, alors je me souviens plus du contexte exact, mais je me souviens que ma femme ne savait pas ce que c'était que le fétichisme du pied. Voilà. Et alors, avec ma femme est thaïlandaise, donc on parle anglais entre les deux. Et honnêtement, j'avais la flemme justement d'expliquer le truc. Et tu peux le faire avec Google Translate, mais là, j'ai simplement dit à ChatGPT, explique simplement le fétichisme des pieds.
Il m'a fait un truc, après j'ai fait explique en taille, il m'a fait un pavé et je lui ai montré et elle a compris. Donc, et alors du coup, parce que l'idée c'est quand même de s'enrichir un peu autour, on peut faire du fun et de la culture. En écrivant cette chronique, j'ai quand même creusé, j'ai posé la question si c'était juste un truc purement occidental ou enfin pourquoi est-ce que ma femme ne connaissait pas, est-ce que c'est ne connaissait pas ou est-ce que c'est culturel? Et en gros, non, ça existe partout, juste par contre, dans les pays asiatiques, c'est peut-être un peu plus tabou, donc moins connu du grand public, mais ça existe partout. Voilà. Donc on peut s'amuser et en plus apprendre des choses. Et alors la dernière utilisation originale de l'utilisation de ChatGPT, c'est fact-checker les anecdotes improbables familiales. Toujours en scrollant, je suis retombé sur une question de moi-même qui disait quelle est la probabilité que la mère de mon associé ait rencontré Saddam Hussein dans les années 70? Puisque j'ai un associé que nous avons en commun, Clément, qui nous a un jour lâché ça, sorti un peu de nulle part, que sa mère avait rencontré Saddam Hussein. D'accord. Donc, Et alors, vas-y, finis ton anecdote. et j'ai utilisé avec ChatGPT et Perplexity, j'ai vérifié, et ils disent la même chose, hein, c'est que, en fait, si elle faisait partie d'un cercle influent, vivait en Irak dans les années 70, elle reste faible à modérée, 1 à 10%. Si elle était une citoyenne lambda vivant hors d'Irak, c'est quasi nul, 0,1%. Sachant qu'elle est bretonne, hein. Donc, et Nathan ici est breton. Voilà. Donc, désolé si tu entends ça, Youn, mais peut-être vérifier. Alors, on dit pas que c'est impossible, tu vois. Il n'exclut pas le. Comment tu balances en plus? Et ce qui m'a amené à vérifier du coup, parce que, fun fact, il m'est arrivé aussi qu'un truc, en discutant avec, anecdote familiale avec mon grand-père, où voilà, je suspecte qu'il soit allemand, mais lui, c'est pas trop, donc j'ai commencé à poser des questions à ChatGPT, Perplexity, et tu vois, ça sert aussi à ça. Et d'ailleurs, je pense que je vais tester un truc genre MyHeritage à un moment donné, comme ça me permettra de faire un sujet plus tech pour une future chronique. Et, et petit bonus, parce que celui-là, il n'était pas prévu, il n'est pas dans le top, mais il est arrivé en direct pendant que j'écrivais ma chronique. Ma femme s'est étouffée avec une arête de poisson dans la gorge. Elle vient me voir. Non. Et en fait, sur le moment, alors pour le coup, non, mais pour le coup, en plus, elle a sorti elle finit par sortir l'arête, il y avait du sang. Donc, mais sur le moment, tu vois, tu es là, c'est pas trop quoi faire. La ChatGPT ouvert, tu poses des questions sur quoi faire, etc. Parce que à part avoir l'air con et pas savoir quoi faire, elle a regardé en disant voilà, j'ai eu l'air un peu moins con. Bon, ça c'est moins fun. Bah, respire. Voilà. Non mais Ça me semble être un bon réflexe, hein, mais on n'y pense pas souvent, mais voilà. Bon pour conclure cette chronique, voilà. Je pense que ça conclut bien. Non, ouais, voilà. Aujourd'hui, c'était pas une chronique qui prédit l'effondrement, c'était la célébration d'un petit luxe du quotidien. On fait des trucs drôles, absurdes, créatifs avec une IA qui, elle, ne juge pas, contrairement à certaines personnes. Et franchement, c'est peut-être ça la vraie valeur ajoutée dans un monde qui part en vrille. oui, sûrement. Ouais. Et ça, je fais un commentaire sur la partie fact-checker. Je me suis demandé si une IA, ChatGPT ou autre, mais était un bon fact-checker quand tu lui donnes les bons paramètres, bien sûr. Et du coup, j'ai fait un GPT. Alors pour ceux qui savent pas, sur GPT, quand on a des abonnements payants, on peut créer des GPTs qui sont des canaux de discussion, mais on va dire préconfigurés avec des paramètres. Et du coup, j'en ai créé un qui s'appelle Fact GPT, qui est accessible publiquement. Vous pouvez tester si vous voulez. Je vous ai mis le lien, messieurs, dans la conversation là. Et j'ai fait pas mal de tests et franchement, je trouve le rendu assez propre, y compris, et j'avais fait le test avec un collègue le midi sur des contenus qui sont très très clivants. Genre, tu vois, j'ai dû tester Jean-Luc Mélenchon est-il antisémite? Pardon. En fait, le prompt fonctionne tu balances une phrase et en fait, et lui, il va l'apprendre et il va la fact-checker. Donc, c'était pas est-il antisémite, c'est Jean-Luc Mélenchon est antisémite, point d'exclamation. Tu vois. Et après, du coup, il a fait son truc. J'ai essayé aussi le Éric Zemmour est raciste et aussi
euh, Navalny, parce que du coup, après, je suis allé sur d'autres trucs aussi. Et honnêtement, alors c'est marrant parce c'est là que tu te rappelles quand même qu'il y a quand même un biais. Je rappelle, ChatGPT, c'est américain. La notion de liberté d'expression aux États-Unis n'est pas du tout la même que la France, euh, ou même peut-être même en Europe de manière globale. Juste pour anecdote, hein, pour ceux qui savent peut-être pas trop, en France, tu ne peux pas défiler avec un brassard nazi, c'est interdit, apologie, etc. Tout ça, terrorisme, et on a des lois qui interdisent ça. Aux États-Unis, tu as le droit de défiler avec un brassard nazi. Pour ceux qui se rappellent ce qui s'est passé à Charlottesville, je crois, sous la première mandature Trump, où c'est parti un petit peu en sucette. Voilà, donc c'était marrant c'était marrant parce qu'il y avait le côté quand tu lui poses des questions, tu vois, par exemple, Éric Zemmour est raciste, et ben il y a d'un côté il se disait, bah, en fait, il y a eu des jugements, donc il est raciste, il a été jugé pour ça. Et en même temps, bah, le fait de cataloguer quelqu'un de raciste peut aussi être un jugement personnel. Donc, il y a des gens à qui, et donc c'était marrant parce qu'en fait, il prend jamais vraiment position, il te fait que une sorte voilà, mais c'était assez intéressant. Et j'avais fait Navalny aussi, et j'avais fait Navalny est-il, alors j'avais regardé la raison officielle annoncée par la Russie pour l'avoir le juger et euh, enfermé en prison. Et donc j'avais fait cette phrase-là, et donc, il soulignait quand même qu'il y avait un problème, c'est qu'il avait un gros manque d'informations côté russe pour pouvoir faire un avis suffisamment éclairé. Mais Clément, tu es très très fort parce que moi j'ai fait une chronique sur mes top utilisations Kikou complètement débiles de ChatGPT, tu vois, dans le but d'envoyer du positivisme. Et le mec, il arrive à repartir sur les Et nazis et bim, Trump voilà. directement. J'ai essayé de faire l'anti-chronique habituelle parce que tout ce que j'ai proposé là, c'est pas productif. C'est juste du fun. Je pense un peu original différence, pas pour vendre le truc. C'est aussi pour faire une chronique parce que la chronique salée, j'avais la flemme elle n'aurait pas été piquante comme je veux. Et toi, tu arrives à me ramener les nazis, les Russes et je- Pas Ouais, mal. mais je t'amène un truc intéressant. Là, je te propose un truc qui t'amène à fact-checker n'importe quoi. Oui, mais Rudy proposait pour que tu puisses ne pas voir ta femme mourir devant toi, c'est pas mal non plus, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ah, tu peux fact-checker ça. Est-ce que tu peux manger du fact-checker pain que permet d'enlever une arête, etc. Et puis tu vois s'il dit oui, non, il y a des études qui ont été menées là-dessus. Je vais poser la question en fait. J'ai vu demander. En tout cas, c'est pas moi qui a ramené le débat politique dans cette Ah ouais. chronique. J'ai pas fait de débat politique là. Voilà, tu vois, tu J'ai politises des tout, exemples. Clément. Ah oui, Tu politises toujours. tout le temps. C'est vrai. Alors, bon, Vous avez des questions par rapport à ma... non. Enfin, si j'en ai une. Pourquoi la réflexe GPT plutôt que d'appeler le 15? Alors, je peux répondre parce que la colique néphritique est un truc qui paraît que j'ai vécu il y a pas longtemps. Et en fait, appeler le 15, etc., sur le moment, déjà, c'est beaucoup plus stressant. Tu sais pas si... en fait, tu as une chance sur deux qu'on t'envoie chier. Et sur le moment, en fait, je veux savoir quoi faire. Enfin, c'est pas... elle respirait quand même, hein, tu vois. Oui, C'est oui, oui, plus oui. que... Mais ouais, c'est. Non, c'est juste ça me faisait. Mais ça fera l'objet mais c'est une question très intéressante qui fera l'objet d'une autre chronique sur le service en France et justement, tu vois, dans un autre pays, possiblement, j'aurais Alors, appelé directement. le podcast du PMU, je crois que c'est un autre. Ah oui, je crois, il me semble, hein. Un podcast tech, hein, je crois, et ça parle Ouais, tech. il me semble, hein. Ouais, je crois. On l'appellera Fourkilt. Non, mais comme ça, j'ai mis de l'IA, on pourra mettre IA dans la... Attends, je me suis dit, pour le référencement et le putaclic, top 5 des utilisations de cette GPT, enfin, c'est pour vous faire briller, les gars, que j'ai fait ça. Ok, ouais, On Moi, en sort mon- tous grandis, là. Là, on en C'est sort vrai que tous. moi, mon titre 30 minutes pour pirater l'administration Trump était pas très putaclic. On verra si on a des meilleures stats avec ces deux Bah, titres-là. ça veut dire écoutez, que Johan devra faire des épisodes séparés. oui.
Tout à fait. C'est toujours le grand sujet. Bon, pour retourner sur du fun, parce qu'effectivement, Clément a ruiné un peu l'ambiance. Ah, toujours. Enfin, si on peut plus parler de nazis, enfin, moi, je suis désolé. Oui, mais t'es blond aux yeux bleus, donc Là, je forcément. repense à tous les Burger Quit avec Alain Chabat. Oui. Non, bah, du coup, ouais, petite interlude un peu fun là pour enchaîner. Bon, fun. En fait, je vais vous poser des petites questions et va falloir trouver. Alors, c'est pas des réponses exactes, mais juste trouver le truc un peu bon, fun qui ressort de ça. Euh, Là, globalement, je vais vous dire qu'il y a Google qui a un point commun avec la série Severance. Quel est-il? Et vous avez quoi? la série Severance. Alors, si vous l'avez pas vu, ça risque peut-être de vous bloquer un peu, mais vous avez le droit de poser des questions. N'hésitez pas. Genre, est-ce que c'est lié à tel truc, machin. La première question, c'est est-ce que ça va spoiler? Parce que j'ai vu que deux Non, épisodes. c'est pour ça que j'ai préparé en mode. Ah. Alors, j'ai pas du tout suivi. Je regarde plus de séries depuis quelques temps, malheureusement. C'est quoi cette série? En gros, bon alors en plus c'est pas du tout lié au pitch principal, c'est pour ça que je dis il y a aucun spoil. Mais en gros, Severance, c'est ça prend le prisme du séparation pro-perso où au final quand tu vas dans le pro, t'oublies ta vie perso, genre t'es une autre personne, et quand tu vas dans le perso, tu redeviens toi, mais tu sais pas ce que t'as fait au travail. Voilà, ça c'est le pitch de base. Vraiment, c'est le premier épisode, il n'y a pas de spoil. C'est Renan, ça? C'est la C'est vie de Renan. Renan? C'est Renan. Et mais du coup, voilà, en fait, il y a un truc dans la série Severance. Après, c'est vrai que si vous l'avez pas vu, là, ma question est un peu. Je crois que j'ai un écho du côté de Clément euh, qui est en train de set up son casque. Non, mais j'ai juste changé de casque. Hop. T'as toujours de Je l'écho? crois que... Non, c'est bon, on est bon, nickel. Donc ouais, si vous avez pas vu la, si j'ai toujours un petit écho. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. On cuttera de toute façon. Et je cleanerai les pistes. Et du coup, Johan répond, parce que, enfin, Yono répond à Johan, qui avec toi qui a vu la série. Bah, alors après, s'il est à 2 épisodes, ouais, il l'aura peut-être pas. Mais alors, globalement, c'est lié à des chèvres. Et maintenant, je vous laisse chercher pourquoi c'est un point commun, les chèvres, entre Severance et Google. Les chèvres utilisées dans la série, patauge, pas patauge, mais sont hébergés, on va dire, sur les locaux de Google. Non. En gros, donc le point commun entre Google et Severance, c'est qu'il y a des chèvres. Et en fait, les chèvres de chez Google, elles sont utilisées pour tondre la pelouse. En fait, ils ont loué 200 chèvres et un chien qui s'appelle Jen pour entretenir l'herbe de chez Google à moindre coût. Et voilà, ça me faisait marrer juste que genre, bah, Google utilise des chèvres juste pour entretenir. Dans Severance, il y a des chèvres. Et dans Severance, il y a des chèvres. Ok. Voilà, globalement, c'était. J'ai pas été assez loin, pardon. Non, mais t'inquiète, ça arrive un peu plus tard. Je crois que dans la saison 1, c'est un C'est peu la abordé. saison 2, les chèvres. Et c'est saison 2, les chèvres. Bon, bah, voilà. Oui. Mais elles sont très mignonnes. Et tu sais que c'est une solution que moi j'avais envisagée au bureau pour C'est vrai. notre jardin. Hein. C'est vrai. Bon, Tout à fait. la date n'a pas voulu. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il est possible d'écrire une adresse email en morse. C'est vrai. Avec des points et des underscores, c'est vrai. Ouais, je dirais faux. Morse, c'est un signe. Enfin, c'est un signal en fait. Enfin, c'est commencer à écrire en morse. Mais tu peux Le morse, c'est l'écrire. un alphabet. Le morse, Point c'est un tiré, alphabet. point tiré. Ah. Et du coup, Point est-ce et que underscore, c'est autorisé. Ouais. Mais il y a quoi d'autre dans une adresse mail? Ah bah Des après, tu as le points. arrobase, etc. Ouais. Ah, toi, ah ok, moi je pensais que c'était que la partie avant l'arrobase. Non. Alors là, comme ça, je dirais non, mais de ta tête, Moi, ça va être oui. je vais faire une réponse de Normand. C'est oui, c'est possible, techniquement, sauf que dans la majeure partie des sites, comme ils ont des regex basés sur il y a un arrobase, un point, une extension, quelque chose, ça passera jamais.
Oui, Bah, c'est en fait, possible d'écrire une adresse mail en Morse. Enfin, pas dans les inputs, hein, mais vraiment de coder une adresse mail, d'envoyer un signal audio ou lumineux. Hein, le Morse, c'est fait pour ça, c'est pour de l'audio ou de la lumière. Et en fait, le arrobase a été rajouté il y a quelques années. C'est une association du A et du C pour @sign, le A et le C, mais vraiment tout collé sans espace entre les signaux. Et du coup, c'est tout à fait possible d'écrire une adresse email en Morse. Enfin, d'encoder une D'accord, adresse email en ok. Morse. Voilà. Et moi, je trouvais ça marrant en fait, ça continue à évoluer encore aujourd'hui, alors que c'est clairement utilisé par les militaires seulement. Globalement. Alors, figure-toi que en ce moment, j'étais en train de réviser le certificat de radio amateur, d'opérateur radio, qui est Ah, assez relou, hein, qu'on se le dise. Voilà. Et en fait, ça fait que quelques années que le Morse n'est plus obligatoire à l'examen. ok. Voilà. Donc voilà. Ok. Il y a encore beaucoup de radio amateurs qui le parlent régulièrement. Ouais. c'est. Et après, on me dit, oui, t'as beaucoup de temps à perdre. Ouais, alors, J'ai pas préparé de chronique, j'ai préparé un tu jeu. veux tu veux qu'on fasse un classement, Rudy? Ah non, je parle pas de toi, enfin, je parle pas de ce Johan-là, je parle des gens qui Ah oui, qui apprennent le Morse. Alors, non, non, mais c'est ça peut servir. Tu es en pleine mer, voilà, tu as une lampe torche. Mm. Voilà, tu parles comment? Ouais. Bah, avec ton smartphone, comme Rima Hassan. Voilà, tu politises tout. Tu politises tout. Et j'ai même pas parlé de la séparation entre Trump et Musk. Ouais, c'est vrai. Pas J'ai encore. envoyé une image à Johan là-dessus. Et Tu vois, par contre, tu vois la chute du cours. Ah bah attends, mais j'ai pas fini mon anecdote. pardon, Parce que pardon, cette image pardon. était quand même exceptionnelle. Tu vois la chute du cours de Tesla en bourse. Et tu vois enfin, tu as un message qui dit en gros Elon stop, en gros tu vas tuer Tesla. Et après tu as une photo d'Elon Musk qui est sous-titre en mode ah, Trump pédo. Ça m'a fait mourir de rire. Ouais, j'aime bien celle où il y a Trump qui serre la main Superman. de Mark Zuckerberg et qui dit tu t'appelles Elon maintenant. J'ai pas vu passer, mais pas mal. Ah, franchement, il y en a des biens. Ouais, c'est pépite. Alors j'avais une vraie question par rapport au truc du Morse, Ouais. enfin sur l'adresse mail. C'est parce que c'est possible d'écrire des adresses mail dans d'autres alphabets? Parce que j'en ai jamais vu en vrai. Ouais, tu veux parler par exemple des kanji et tout Bah, ça. le japonais, tous les autres trucs en fait. C'est une très bonne question. J'avoue que j'ai pas la réponse, mais c'est une très bonne question. Il faut que tu lises les RFC liés aux adresses email et tu nous fais un retour. Non, non, ma Toi, question tu éviteras de c'était. faire des prompts GPT chelous. Voilà, Là, je on vais te faire. donnerait de l'information vérifiée par toi-même. Ah, si quelqu'un nous écoute et a la réponse, n'hésitez pas. Après, je pense qu'on va checker aussi de notre côté, mais après, les alphabets, c'est sur de l'Unicode et si les emails supportent ça, voilà, Normalement, c'est autorisé. on verra. Ma question, c'était, c'est possible dans le sens, parce qu'en fait, j'imagine en théorie, selon la Oui. règle, ça doit pouvoir être possible, mais la question, c'est, en plus en pratique, est-ce que c'est ça, parce qu'il y a la théorie et après, il y a la réalité, quoi. Mais Oui, non, mais en fait, dans les faits, normalement, c'est autorisé, vu que, par exemple, en France, on a le droit aux accents dans les adresses mail. Donc ça, c'est autorisé. Le problème, c'est, comme disait Clément, c'est les gens qui implémentent les regex. les regex qui, eux, font n'importe quoi. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, tu as le droit de faire @toto. C'est une adresse qui est autorisée et les regex t'autorisent toujours à mettre @toto. quelque chose. Donc voilà, mais sinon, je viens d'aller fact-checker. Tu as une RFC qui est la 6532 qui autorise les caractères internationaux. Donc, à mon avis, et on parle du TF8 et du coup, qui autorise les kanji, qui autorise tout. Voilà, Et voilà. vous avez déjà vu des gens utiliser ce genre d'adresse mail-là? Parce que j'ai Bah, l'impression que tout le monde. non, pas vraiment. Non, parce que J'ai très encore peu une de fois, c'est galère pour les gens d'avoir correspondants, ça. En fait, c'est carrément galère quand tu veux écrire l'adresse email de quelqu'un d'autre.
Et t'as Déjà, pas le clavier quoi. pour une petite expérience personnelle, essayer de mettre des plus dans Oui. l'adresse mail, c'est déjà une galère sans nom. Oui. Parce Oui. que les 2 tiers des devs oublient que le plus, quand tu le mets dans une URL, ça fait un espace. Du coup, ils n'encodent pas l'adresse mail avant de la mettre dans l'URL. Du coup, la moitié des liens de validation, de création de compte, etc. sont pas bons. C'est ça. Bon, moi, je suis sûr que c'est le mec du market qui leur a dit de ne pas le mettre. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'après, on peut pas revendre leurs données à des gens puisqu'ils savent que Oui. les emails sont. Donc, si juste le caractère plus passe pas, j'imagine pas avec des kanji ou des trucs comme ça. Ouais, c'est clair. Allez, un petit dernier pour la route. Oui. Il y a un soviétique qui, en 1936, a conçu un ordinateur un peu particulier. Quelle était sa particularité? Vous avez le droit de poser des questions Est-ce qu'il était animal? russe? à l'ordinateur. Est-ce que l'ordinateur était animal ou je Non, sais pas, il vivant? Non. n'était pas animal. Il était C'est un végétal. végétal, pardon. Non plus. Il tournait à la vodka. Alors, t'es pas loin. Il tournait à l'eau. C'était un ordinateur à eau. C'était une pièce remplie de tuyaux et c'était le seul ordinateur soviétique à l'époque qui était capable de faire des équations aux dérivées partielles. Un À coup, ordinateur, Attends, mais à coup de à flotte. l'eau. Alors, Genre, attends, il faut que tu m'expliques comment en ça gros, fonctionne là. les tuyaux d'eau qui s'ouvraient, fermaient, et ça te faisait les 0 et les 1. Et Ok. comme le courant électrique qui passe, en fait, les transistors, c'était de l'eau. C'était de l'eau qui passait. Et c'était le seul ordinateur capable dans l'Union soviétique en 1936 à faire. M'étonne qu'ils se sont pété la gueule 60 ans plus tard. Ils se sont effondrés. Ils sont restés sur la flotte, ils se sont dit. Calculez-moi la trajectoire pour envoyer un missile sur Cuba. Attendez, Et voilà, ça va attends. vous prendre 40 ans. Et donc voilà, dans les années 30, c'était le seul ordinateur soviétique. Alors, j'ai pas checké pour ailleurs dans le monde, mais voilà, un calculateur, plutôt parlons de calculateur à eau. Voilà. Vous êtes je tiens à dire que vous êtes vraiment des jeunes cons quand même, parce que dans les années 30, ils font un, Oui, et nous on se fait. un ordinateur à eau, ils sont là, on se fout de leur gueule, etc. Alors par contre, quand les gens font une imprimante 3D dans Minecraft, là c'est oh là là, les génies, quoi. Donc c'était la même chose. Ça, Mais je suis en train de regarder les photos et c'est vraiment, ça vaut le coup. Voilà. Non, pour le coup, c'était Vladimir Lukyanov. Oui, tout à fait. Vladimir Lukyanov, oui, je l'ai pas cité, mais ouais, tout à fait. C'était lui qui a fait ça, et ouais, c'était à coup de tuyau. Et en fait, ce qui est ouf, c'est de se dire qu'en vrai, maintenant, ça pourrait être il y a bien des gens qui ont dû le refaire. Peut-être en version minimale, ouais. On va en parler à Olivier. Vous avez rencontré ces gens, Rudy? Vous avez dû plutôt un perdre en commun? Bah, moi, je veux bien voir le résultat. Ça va rester. Du coup, voilà, pour les petits. Alors, j'en ai d'autres, mais je les garde pour une prochaine fois. Donc, voilà pour la petite interlude. Et on va enchaîner. Alors, je pense pas que l'ordinateur AO avait ce dont on va parler maintenant, mais on va parler de journalisation. Yono, je te laisse nous en dire plus sur le sujet. Oui, alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un truc ouf. J'ai décidé d'enfin parler d'un sujet que je suis censé, parler d'un sujet que je suis censé maîtriser. Tu vois, j'ai enfin décidé de parler sécurité informatique après avoir parlé éco-conception, qui n'est pas du tout mon taf. Je me suis dit, tiens, on va peut-être faire quand même un peu de cybersécurité, mais j'avais la flemme de faire un sujet hyper technique. Donc, j'ai fait un top ChatGPT. Alors, tu tombes vraiment pas loin, parce que je me suis dit qu'on allait parler d'une bonne pratique de sécurité que personne n'applique, alors que ça fait partie du top 10 au WASP. Donc, tu vois, il y a un top 10. Donc, juste pour rappel, le top 10 au WASP, c'est les 10 vulnérabilités qu'on retrouve le plus dans des applicatifs. C'est fait par un organisme qui s'appelle le WASP. Il y a des top 10 qui sortent assez régulièrement, je dirais tous les 5 ans. La dernière version doit être celle de 2021, si je ne me trompe pas.
Mais dès qu'on parle à un développeur de top 10 OWASP, habituellement, on va plutôt l'entendre parler d'injection, par exemple injection SQL, injection système, LDAP, etc. On va l'entendre parler d'exploitation côté client, avec par exemple les XSS, les CSRF. Un peu plus rarement de mauvaises configurations, typiquement des identifiants par défaut, le mode debug actif sur un framework ou le Spring Boot actuateur actif, par exemple. Et enfin, Les messages, il faut écouter. parfois, on va avoir un mauvais design d'applicatif. Là, on parle plutôt de ce qu'on appelle des failles de type business logic, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas bien réfléchi à votre appli et on peut détourner son usage sans avoir forcément d'exploitation technique. Mais aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est quelque chose qui peut vous sauver la vie en cas d'incident. Et j'allais vous poser la question à votre avis, qu'est-ce que c'est? Mais vu qu'on a donné le titre, je pense que vous vous doutez de quoi on va parler. Faudrait que je pense à écrire des titres avant d'écrire les chroniques, comme ça je saurais. Bref. Donc, là, on va parler de journalisation. Donc, la journalisation, pour faire simple, c'est le processus qui permet de faire la collecte, l'enregistrement et la gestion des événements ou des informations qui sont générées par une application ou un système pendant son fonctionnement. C'est un sujet qui est souvent maîtrisé en fait par ce que j'appelle les couches basses d'un système d'information. C'est-à-dire que si on parle de serveurs, si on parle de systèmes d'exploitation ou d'équipements réseau, c'est des équipements qui savent très bien journaliser. Et là-dessus, à chaque fois, on en retrouve, il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'on monte dans les couches hautes du système d'information, par exemple les applicatifs, c'est là que ça devient plus compliqué d'avoir des journaux d'événements. Donc pour ça, je me suis dit, on va faire un petit storytelling de quelque chose de totalement fictif, dirons-nous. Donc on va prendre l'exemple d'une entreprise qui vend des sacs à main, qui s'est fait pirater et qui n'a pas tout de suite vu que quelqu'un était en mesure de commander des marchandises sans que cela se voie et sûrement sans payer. En gros, vu que c'était noyé au milieu de toutes les commandes, c'est que lors d'un contrôle des stocks qu'ils ont détecté un petit problème entre ce qu'ils avaient gagné et ce qu'ils avaient sorti. Ils appellent rapidement une équipe de réponse à incident, qu'on peut aussi appeler équipe forensique, pour comprendre ce qui s'est passé. Donc en gros, les équipes de réponse à incident, c'est un peu les pompiers qui arrivent et qui essaient de voir. Enfin, c'est entre les pompiers et la police judiciaire. C'est-à-dire que au début, on éteint le feu et puis après, on essaye de voir ce qui s'est passé sur la scène de crime. Après plusieurs heures de recherche à l'aide des journaux du serveur web qui sont présents par défaut, par exemple sur un serveur Linux, l'équipe voit que l'attaquant a fait du brute force sur le back-office de l'entreprise et qu'il a réussi à obtenir un accès à la page d'administration. On peut imaginer à partir de là qu'il avait peut-être l'identifiant d'un utilisateur et puis qu'en testant plusieurs mots de passe, il a fini par le trouver. Par exemple, si le mot de passe faisait partie d'un dictionnaire des 100 mots de passe les plus utilisés, par exemple, ou quelque chose comme ça. Par contre, si vous avez déjà lu des logs, par exemple Apache ou Nginx, vous saurez que les informations qu'on obtient, elles sont très maigres à partir de ces logs-là. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on sait la potentielle IP de l'attaquant, à quelle heure il a fait son attaque et à quelle heure il a réussi à se connecter. Si on sait qu'il a réussi à se connecter, c'est juste parce qu'on voit qu'on passe d'un code 403 à un code 200. Donc voilà. Mais après, on n'en sait pas plus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas avec quel utilisateur il s'est connecté. On ne sait même pas quel mot de passe il a utilisé. Et si on suit les journaux derrière, on voit qu'il fait des actions. C'est-à-dire qu'on voit qu'il fait des requêtes post sur des pages web, mais on ne sait absolument pas le contenu de ces requêtes post. Donc, à ce niveau-là, pour l'entreprise, on n'a toujours pas la méthode qui a été utilisée pour exploiter ou en tout cas obtenir des marchandises gratuites. À partir de là, les équipes forensiques, ce qu'elles font, c'est qu'elles demandent les journaux de l'application pour justement voir qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, il n'y avait rien de logué. Du coup, fin de l'histoire, l'entreprise n'a jamais compris ce qui était arrivé. Fin du storytelling. Bon, en vrai, les équipes forensiques ont quand même réussi à retrouver quelques éléments, notamment via des calls à des API tierces qui, elles, loguaient des choses. Mais du coup, on va dire que ça a pris plusieurs jours au lieu de prendre une heure, quoi. Donc voilà pour le petit storytelling. Je ne sais pas vous si vous avez déjà vu ce genre de choses, mais j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose d'isolé, ce genre de comportement.
À votre avis, maintenant, pourquoi c'est jamais fait? Pourquoi vous avez fait quoi? Le log? Le log, ouais. Ah, bah, la flemme, parce que derrière, faut gérer la route, le stockage, comment ça s'appelle, quand ça tourne là, La grande La, out. la rotation. la rotation, voilà. Et puis t'en as qui ont peur de la RGPD, etc. parce que c'est du stockage de data, machin. Exactement. En fait, je vois deux grandes raisons pour lesquelles il n'y a pas de journalisation. C'est que déjà, en fait, c'est une action qui n'est pas forcément utile au fonctionnement de l'application. C'est-à-dire que, en fait, quand on est une entreprise, le fait d'implémenter la journalisation, ça rapporte rien et c'est invisible pour l'utilisateur. Du coup, les équipes de développement, elles ont plutôt tendance à se concentrer sur les fonctionnalités plutôt que ce genre de truc qui est du back-office. Ça fait partie, comme la sécurité en général, des trucs qu'on se dit on le fera quand on aura le temps. C'est ce que j'allais te dire, c'est on peut mettre les mises à jour dans le même panier que les logs. Exactement. Non, non. Et la deuxième chose pour les entreprises qui, elles, voudraient le faire, en fait, qui n'ont pas forcément pensé, mais qui ont quand même, comment dire, des tests de sécurité réguliers, etc., c'est qu'en fait, c'est un processus qui est difficile à tester. Parce qu'en fait, quand on fait des tests d'intrusion ou qu'on a automatisé des tests de sécurité, par exemple, dans la CI, c'est ultra difficile de détecter l'absence de journalisation ou même si les éléments qui sont journalisés sont intéressants ou non. En gros, c'est plutôt au travers d'un audit qu'on va avoir une compréhension de l'application et du coup, par rapport à des échanges avec le métier, etc., qu'on va comprendre ce qu'il est intéressant de journaliser ou non. Et du coup, forcément, dès qu'on parle d'audit, c'est tout de suite beaucoup plus chronophage et ça coûte plus cher, donc on le fait pas. Donc voilà, c'est toujours compliqué de tester l'absence de quelque chose. Et pourtant, donc la journalisation, c'est rarement là. Et pourtant, il n'y a pas que en termes de sécurité qu'elle a un intérêt. Par exemple, c'est aussi très utilisé pour la détection et le débugage d'un problème en production. Parce qu'en fait, ça a l'intérêt d'éviter d'afficher les traces d'erreur à l'utilisateur. Alors, ça évite les éco-totaux, mais surtout, je ne sais pas si vous avez fait un peu de Symfony, de Django ou même de Java. Dès qu'une application web plante, elle a tendance à afficher toute son erreur si on n'a pas les bons paramètres, etc. Et déjà, ça affiche les erreurs à l'utilisateur. C'est pas fou. Ça peut afficher des éléments sensibles. Et en plus, vous n'êtes pas forcément au courant que cette erreur, elle a trigué. Donc, si l'utilisateur ne vous le remonte pas, ça sert pas à grand-chose. Donc, l'idée aussi de journaliser et de loguer ce genre de choses, ça permet, vous, de remonter les erreurs et du coup, d'être au courant qu'elles existent. Et ça peut être aussi utilisé à des fins d'optimisation de l'application, par exemple en repérant les traces, en récupérant les traces et en suivant par exemple le cheminement d'un utilisateur sur l'application, vous pouvez voir s'il passe tout le temps d'une page à l'autre, c'est peut-être qu'il y a une optimisation en termes du X qui peut être fait et du coup ça peut aussi aider à corriger ce genre de truc. Mais du coup, l'idée, c'est aussi de proposer des solutions. Du coup, est-ce que c'est compliqué de journaliser? En vrai, pas du tout. En fait, l'idée déjà, c'est qu'il y a pléthore de solutions qui existent pour aider à la journalisation d'un applicatif. Par exemple, si vous faites du PHP, il y a Monologue. Si vous faites du Java, il y a Log4j. Alors, c'est pas mon meilleur exemple vu l'actualité des dernières années, mais voilà. Et par exemple, si vous avez des langages comme Python, c'est totalement natif. C'est pour ça que Python, c'est le meilleur langage du monde. Dans les informations importantes à loguer, il y a des trucs, il y a des petites astuces, des choses on va dire des must-have. Par exemple, si vous loguez une application, faut loguer toutes les connexions réussies ou échouées. Comme ça, déjà, ça nous permet d'avoir un peu plus d'infos que les simples traces qu'on avait dans le serveur Apache et Nginx. Donc, l'idée, c'est de loguer avec un contexte, c'est-à-dire savoir l'utilisateur qui a été utilisé pour se connecter, récupérer éventuellement quelques informations supplémentaires. Enfin, voilà. L'idée, c'est de donner un maximum d'éléments pour les analystes qui éventuellement se serviront de ces traces-là. L'idée, c'est aussi de loguer toutes les actions qui vont altérer des informations sensibles en base de données.
Donc, par exemple, si on reste sur les utilisateurs, c'est si on crée un utilisateur, on vient loguer. Si on vient modifier un utilisateur, on vient loguer. Pareil, si on supprime un utilisateur, on vient loguer. Dans le cas d'un site de e-commerce, ça peut être une commande est créée, on log en disant l'utilisateur, il a logué tel truc, enfin, il a commandé tel truc, il en a eu pour tel montant. Par exemple, dans le cas précédent, ça aurait permis de savoir est-ce que l'objet a été créé en base de données avec un prix de 0 ou est-ce qu'il a été créé avec un prix normal et c'est après que la modification a eu lieu. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir aussi remonter un maximum d'informations comme ça. Et ça peut être sympa aussi de loguer tout ce qui est utilisation d'une API tierce. Je pense notamment aux API qui permettent d'envoyer des emails ou des SMS. Parce que vu que derrière, il y a un coût à chaque envoi, ça peut être intéressant de savoir qui l'a fait, à quel moment, et voilà. Il y a quelques points d'attention, mais ça, vous l'avez relevé tout à l'heure. Quand on log, il y a parfois la notion de RGPD qui peut avoir lieu. Du coup, il faut juste faire attention pour pas non plus loguer la terre entière et des choses qui ne vont pas être utiles en cas d'incident. Donc voilà. Maintenant qu'on a les logs, il y a un truc qui peut être un peu plus embêtant. C'est-à-dire que juste loguer, ça va, c'est facile. Vous mettez ça dans un fichier, c'est bon. Mais le truc le plus embêtant qui peut être à mettre en place, c'est l'externalisation en fait des journaux. Dans le sens où en fait, c'est pas du tout recommandé de stocker les journaux au même endroit que l'applicatif, tout simplement parce que si votre applicatif se fait compromettre, l'attaquant il a juste à supprimer les journaux et vous êtes au même point qu'avant. Donc l'idée normalement, c'est de les mettre. Oui. Et alors en plus basique, parce que si c'est sur le BA-base, c'est que surtout ça peut aussi saturer ton serveur assez vite. Et exactement. Il y a aussi ça. C'est ça. Ou si tu as un incendie dans ton data center et que tu as les logs qui sont au même endroit que ton serveur, par exemple. Par exemple. Mais voilà, donc l'idée, c'est de les externaliser pour en fait en assurer au moins l'intégrité. Après, si on peut en assurer la disponibilité contre les incendies, par exemple, c'est toujours mieux, mais au moins l'intégrité en cas de compromission. Et ça peut se faire en fait gratuitement. C'est là que c'est important avec des solutions très simples comme des serveurs syslog ou avec des solutions un peu plus avancées comme Elastic, qui a une offre gratuite et qui permet par rapport à syslog de faire des recherches, avoir des beaux graphes, etc. Ce qui est quand même un peu plus sympa. Mais il y a aussi un écosystème de solutions payantes qui sont assez intéressants, tels que Sentry et Datadog. Alors, je ne sais pas si vous les utilisez un petit peu. Mais ils ont surtout, eux, l'ajout de fonctionnalités beaucoup plus poussées, avec notamment des choses qui permettent de remonter tous les plantages en production, de créer des tickets, de faire du suivi. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très poussé. Donc voilà, à voir après en fonction des besoins. Et une fois qu'on a tout ça, en fait, on peut s'arrêter là. C'est-à-dire qu'au niveau du top 10 OWASP, on a fait ce qui est demandé sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'on a journalisé des éléments, on sait qu'ils sont dans un environnement sain et on sait qu'ils sont pertinents. Donc à ce niveau-là, l'objectif, il est atteint et on vient de valider l'avant-dernière du top 10 OWASP. Il n'y a plus que 9 éléments à corriger pour être bien. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est aussi tenter de donner de la valeur aux données qu'on stocke. Parce qu'en fait, là, on parle que d'éléments qui serviront que quand on aura un incident, mais en fait, ça peut servir de manière proactive. Par exemple, avec un élastique, on peut définir des règles de récurrence avec des seuils pour lever des alertes ou déclencher des actions. Ça peut être une alerte par mail ou ça peut être le déclenchement d'un webhook qui derrière vient faire d'autres trucs. Par exemple, on peut très bien lever une alerte à partir de 10 tentatives de connexion infructueuses provenant d'une même IP. Ça, c'est très très simple à mettre en œuvre. Ou bien, on peut définir comme anormal des actions. Par exemple, imaginons on a un ERP, on voit qu'il y a des actions sur l'ERP à 3 heures du matin. Ça peut être une règle qui vient définir des actions. Là-dessus, en fait, il n'y a que l'imagination qui est votre limite. Ah, t'es sûr? Parce que moi, j'ai de l'imagination. Qu'est-ce que tu penses d'une règle de sécurité qui déconnecterait les utilisateurs au bout d'une minute? Alors, c'est créatif, mais c'est con. Ah.
Merci. Yvan, Est-ce- c'est pour toi. Je veux le contexte. Ça n'est jamais arrivé. D'accord, c'est une histoire fictive. Ouais, bien Oui. sûr. Qu'on a Ah, inventé la semaine dernière. Déloguer des gens au bout d'une minute d'inactivité? Que tu stockes pas de cookies et tu refresh ton navigateur et tes décos. Ah oui, d'accord. Et le problème, C'est ça en plus. le problème des développeurs, en fait, c'est que soit bah, ils sont flemmards et ils touchent pas à la sécurité, soit après, quand ils partent quand tu les sensibilises à ces conneries-là, tu vois, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir quand tu as dit il y a que l'imagination qui est un frein, parce qu'en fait, les développeurs ont beaucoup d'imagination. Donc, si tu peux donner un degré de rationalité où là, faut arrêter l'imagination, n'hésite pas dans ta Ouais. pédagogie. Ah non, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse les développeurs loguer, mais les règles de sécurité, c'est pas les développeurs qui les font. Ah, Voilà. C'est ça. En fait, après, il y a Ah Les oui. des gens développeurs sont pas un peu des mauvaises spécialisés foi. C'est qui ça. derrière disent ça c'est con, ça c'est bien. Ça, tu fais pas. Tu mets à jour tes Exactement. messages, s'il te plaît. Tu me caches ce endpoint qui ne devrait pas traîner à poil sur Internet. Non, mais voilà, c'était un peu ma contribution au top 10 OWASP parce qu'on voit souvent en fait le côté technique du top 10 OWASP et on se rend pas compte que bah, dans ce top 10, il y a des choses qui sont vraiment en cas d'incident. Euh, et vraiment pour faire de la réponse à incident, bah, en fait, si vous loguez vos applications, vous sauvez un analyste cyber et sa famille. Parce que en fait, les attaquants, c'est souvent le vendredi soir qu'ils le font. Ouais. Donc en fait, l'analyste, lui, il est là le vendredi, le samedi, le dimanche. Et derrière, il n'a pas les logs des devs. Donc après, ça crée une haine. Voilà, je parle Alors, pas de vécu, mais quand même. Et puis après, c'est une chaîne sans fin parce que du coup, dès qu'il y a l'occasion de faire un audit, il les déglingue, les devs, le moindre petit truc et tout, le misconfiguration, le mixed content, etc. mais est-ce que, Ouais. Hop, est-ce que, est-ce que, ça part en vulnérabilité. Et du coup, le dev, il est déprimé. Donc après, il est énervé. Et donc après, enfin bref, Ouais. et voilà. du coup, est-ce que vous seriez pas ingrat avec je sais plus, c'est la main ou la bouche qui vous nourrit? Parce que finalement, ton week-end que tu passes là, au lieu d'y passer une demi-heure, si tu passes une demi-heure, tu vas gagner moins d'argent. Ah mais non, parce qu'on sait très bien mentir. Non, je déconne. Non, mais oui, en effet, mais tu sais, nous, notre boulot est qu'il n'y ait plus de failles et que notre métier n'existe plus. Voilà. Ah, Et comme on est très mauvais, on aura toujours du taf. Sauf qu'avec ah, le vibe coding, c'est bon, là, vous avez du taf. oh oui, oh oui. J'ai parlé que d'un élément du top 10 OWASP, hein. Le reste, on a encore du boulot. C'est clair. En tout cas, c'est une des entrées du top 10 qui, enfin, ça me roule le cul que ça soit encore dans le top 10 parce que les logs, c'est tellement important. Enfin, même nous, en tant que dev, quoi, les devs qui mettent pas des logs, enfin, je sais pas comment Ouais, mais prendre. Enfin, là, en vrai, attention, parce que en fait, l'élément qu'il décrit souvent, c'est du e-commerce, par exemple, et sur le e-commerce, c'est pas les mêmes devs que dans le. Parce que, oui, après, clairement. moi, je nuancerais quand même aussi, c'est qu'il faut mettre enfin, c'est important, il faut mettre des logs, faut voir quand même ce que fait ton application aussi, tu vois, le niveau à y passer. Enfin voilà, c'est pas la mort de pas avoir de log si ton appli a fait rien de critique en fait. Mm. Ah oui, non, mais en fait, moi, ça fait partie, on va dire, des risques qu'il faut que tu prennes en compte si ton appli se fait trouer. C'est-à-dire que si elle log rien, espère pas que ça soit les couches basses de ton SI qui récupèrent l'erreur. Et c'est vrai que ça, on le voit alors sur le e-commerce, là où en fait, quand on audite du bancaire, typiquement, quand on fait un test d'intrusion sur le bancaire, les devs ont souvent justement le réflexe de nous dire bah tiens, on t'envoie les logs à la fin de la journée de tout ce que tu as fait. Comme ça, tu peux voir si les actions que tu as faites ont toutes bien été loguées. Si tu vois un trou dans les logs, justement, n'hésite pas à nous le dire, c'est qu'il y a quelque chose Ouais. qu'on a raté. Ça, on le voit bien dans le bancaire parce qu'ils ont ce réflexe-là. Puis, mine de rien, bah, tu manipules de l'argent. Donc, forcément, ils aiment bien savoir où va l'argent étape par étape en cas de problème. Là où, en fait, sur des applicatifs plus classiques, même pro, hein, enfin, bah, là, on retrouve plus rien. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Par exemple, on prend des applicatifs médicaux, il n'y a pas de log.
alors que sur du médical, c'est quand même assez critique. Ouais, le médical. On va pas s'en dans le débat du médical. Mais, et après, t'as des solutions intermédiaires, on va dire, à défaut. Enfin, t'as des hébergeurs qui te font, eux, le log, ils te le stockent pas pendant des mois. Si je prends Cleverpilot, par exemple, je sais que par défaut, ton app, eux, ils te loguent et ils te stockent des logs pendant une semaine, je crois. C'est à toi de les récupérer et de les stocker ailleurs. Mais au moins, tu vois, j'ai envie de dire que c'est un entre-deux. Si t'as rien, c'est mieux que rien, quoi. Ouais, mais après, enfin, Ouais, mais là, j'imagine c'est qu'ils quoi s'occupent qui de la partie log système, ils font pas la partie log Oui, applicatif. la partie log applicative, c'est à toi de la faire. Ouais, Ouais, bien c'est sûr. ça, ouais. Oui, mais ce que Rudy voulait dire par là, c'est qu'en Mais termes les de deux sont traitement importants, de hein, de toute log, façon. c'est niveau UX sur Clever, c'est quand même pas mal. C'est juste un onglet, t'as tes logs et puis t'es tranquille. Ouais. Là, on a pu justement, grâce à des logs clients, voir qu'il y avait un espace disque qui grossissait, etc. Et on a pu Et corriger ça, quoi. non, puis comme c'est eux qui te foutent le Apache ou le Nginx en frontal, enfin, pour qu'ils le gèrent pour toi aussi, tu vois. Du coup, t'as quand même des choses et eux, ils ont leur log aussi. Ouais, t'as les logs de Donc, build aussi. Ouais. et enfin, pour ça, le cloud, c'est un peu mieux c'est quand même mieux que le VPS, ou le serveur que tu gères toi-même, parce que là, effectivement, t'as rien, Bah, c'est clair que par si défaut. tes devs implémentent les logs et que t'as pas d'ops derrière pour gérer ça et te les mettre bien, au moins t'as le strict Et minimum. justement, c'est là où des Sentry sont intéressants. Sentry, c'est trop bien. En fait, Sentry, c'est vraiment une clé API que tu mets dans ton code et tout ce que tu logs part chez eux et tu te débrouilles. Ah, puis c'est trop bien. Hein. Pour le front, vraiment, moi, je sais que, enfin, t'as les replays anonymisés par défaut et tout ça, ça te donne des pistes pour débugger quand l'utilisateur a un truc. C'est trop bien. Par contre, ça coûte pas un bras, ça. Enfin, je sais plus c'est quoi Ça les a un certain prix. Tu peux le self-hoster. Nous, on en a setup un côté Bear Studio qui est self-hosté. Dans lequel on a mis des projets internes, hein. Principalement, on n'a pas mis de clients, mais ouais, quand le client lui veut setup un Sentry, ça peut avoir un certain coût, parce qu'en plus tu payes aux utilisateurs. Bon, en général, tu fais un équipe le nom de l'entreprise et tu fais qu'un Dis seul pas ça, ils vont s'en rendre compte. comme les Ils vont faire comme Spotify, Netflix. les Spotify famille. Tu vas être logué, on va faire. Ah, vous n'avez plus le droit de partager votre compte avec votre Ouais. maman. Mais tu vois, je pense que eux ont setup des logs et ils voient les différentes IP, etc. Ils sont pas trop cons, tu vois. Mais ouais, parfois, enfin, c'est les trop bien. cordonniers les plus mal chaussés, hein. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais Très triste, mais c'est vrai. et ouais, du coup, Sentry pour les exécutions front ou quoi que ce soit, enfin, t'es plus aveugle comme tu l'étais avant, quoi. C'est vraiment chouette. Oui, clairement. Et après, en effet, ça dépend du stockage parce que ça, c'est un vrai gros problème des logs. Typiquement, nous, on le voit au niveau des SOC. Donc, les SOC, c'est les Security Operation Center qui, en fait, viennent agréger tous les logs de tout, serveur par feu, équipement, endpoint et tout. Et en fait, c'est souvent le problème d'un SOC qui démarre, c'est d'être capable de dire je veux que ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que ça sert à rien de me noyer sous 40 gigas de log par jour, parce que derrière, il n'y en a même pas 30, enfin même pas 3 gigas pardon, qui sont utiles. Donc voilà, faut pas non plus surloguer, mais au moins toutes les actions importantes Ouais. et critiques, quoi. Bah, et puis surtout, mettre les bons niveaux de log aussi, parce que effectivement, quand tu vois une petite montée en charge, t'es pas mécontent de pouvoir changer ton niveau de log pour juste loguer ce que tu veux, quoi. Ah ouais, complètement. Et pensez à loguer les mots de passe des utilisateurs aussi. Bien sûr. Haché en MD5, évidemment. De toute façon, tout le monde intercepte les mots de passe en clair avant le stockage en base de données. Enfin, on fait tout ça. De toute façon, moi, je m'en fous, j'ai NordVPN, donc. Mais Ouais, pourquoi tu places un produit? Ils nous ont même pas contacté. Bah, en même temps, avec ma chronique de l'épisode 2, je suis pas C'est sûr. vrai. Oui. J'ai rien à cacher, mais j'ai NordVPN. Ah, mais de toute façon, là, maintenant, le VPN, c'est plus parce que tu as quelque chose à cacher, c'est juste pour accéder au site porno. Hein. Est-ce que Proton VPN est super comme là-dessus? Ouais. Moi, j'ai vu la courbe d'achat de licence Proton VPN, là. Même si c'est Par pas contre- vrai, c'est un coup de marketing de génie. Hein. Voilà, vraiment. Ouais, tout à fait. Par contre, en parlant de ça précisément, j'ai cru entendre
que ils avaient fait un truc où tu peux aller dans un bureau de tabac ou un buraliste, un truc comme ça, Oui. pour prouver le fait que tu es majeur. J'ai pas compris comment ça Oui, fonctionnait. en fait, l'idée, c'est que, bah, par exemple, ça fonctionne aussi avec les sites de vente d'alcool. En fait, c'est un tiers de confiance dans lequel tu vas demander un genre de token. Comme ça, tu as une anonymisation quand tu mets ce token sur le site. Mais là, pour l'instant, en fait, quand tu vas au bar tabac, les gens savent que c'est pour les sites porno parce que c'est pas mis en place pour les autres sites qui ont besoin de majorité, etc. Mais en gros, t'as un triplé de confiance où en final, tu as une anonymisation qui se fait parce qu'un tel ne sait pas, machin. Quand tu vas chez ton buraliste, il sait pas sur quel site tu vas. Et quand tu mets ton token sur le site, il sait pas que. Et du coup, c'est censé fonctionner comme ça. Mais pour Ouais. l'instant, vu que Et donc le buraliste, il va faire comme quand ils vont des clubs à des gamins de 16 ans, il va pas vérifier leur identité, quoi. non, mais voilà, c'est ça qui est, c'est ça Et qui puis est c'est aussi. surtout, c'est surtout du lobbying de bâtards de tous les côtés parce qu'en fait, qu'est-ce que ça va foutre chez un buraliste en fait? Le Encore fait le que lobby du tabac. Voilà. non, c'est pas le lobby du tabac, c'est pour contenter les buralistes. Je sais plus qui m'avait expliqué ça, mais en fait, le, je crois que c'est pour ça qu'il y avait, je sais plus, je ne saurais plus retrouver, mais il y avait une histoire, je crois que c'était les colis ou je sais plus trop quoi. Enfin, ils ont progressivement enlevé tous les trucs aux buralistes, ça les fait chier parce qu'ils sont en train de crever. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de retrouver les trucs. Enfin, c'est non-sens en fait. Mais qu'est-ce que tu fais ouais, bah, tu prends un VPN. Hein. Eh oui. Alors, par contre, ouais, j'ai du mal à croire que ce soit Proton qui est explosé alors Ah, que t'as attends, et NordVPN de partout. t'as vu les chiffres de NordVPN. Ah oui. C'est ça. D'accord. Proton a juste donné les leurs. Oui, Mais oui. Oui, Oui. ils n'ont pas donné ceux de NordVPN. Non, par contre, je pense qu'il y a un vrai phénomène à observer sur la pub YouTube. Ouais. Parce que là, NordVPN, ils s'étaient un peu calmés, on les voit un peu moins en sponsor de vidéos. Récemment, ouais. Là, on va les revoir, mais partout, 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 quoi. Limite, ils vont faire des spots, quoi. Vous voulez regarder du prompt? C'est ici que ça se passe. Eh ben, merci en tout cas, Yono, pour la petite chronique sur la journalisation. Ça fait 1h50 qu'on recorde, messieurs, donc je vous propose qu'on termine cet épisode. Petit dernier tour de table, si vous avez des petites recommandations à faire, des choses dont vous voulez parler, votre actu, voilà, allez-y. Yono, est-ce que tu as des choses? alors, ça fait 2 semaines que j'ai plus de vie à cause d'un jeu qui s'appelle Expédition 33. Donc, Très, j'ai très pas bon. fait grand-chose d'autre que ça. En fait, si, j'ai commandé du matériel. J'étais en train de regarder derrière. J'ai commandé des drones qui se Stylé. programment pour 40 balles, etc. Ouais, ça a l'air très cool. Mais Expédition 33 a pris toute mon attention et Ouais. c'est un très bon jeu. Je le recommande. En plus, il est dans le Game Pass et c'est très cool. Merci bien. Et Clément. Bah, venez à Le Hague, hein. Rappelle-nous les dates pour ceux qui... 27 au 29 juin prochain à la Cité des Sciences de Paris. Il reste des places. 2 jours. Alors, il y a plein de trucs. Il y a des conférences qui sont pas forcément toutes hardcore. Il y en a certaines, hein, clairement, quand tu vois les intitulés, tu te dis, ok, faut être du milieu. Par contre, il y a des trucs, franchement, qui sont ultra accessibles. On a de plus en plus de contenu en plus en français, et ça c'est plutôt cool aussi, parce qu'avant c'était quand même très très international. Du coup, il y avait aussi la barrière parfois de la langue, bah, en plus de pas maîtriser la technique, il faut aussi, enfin voilà, ça quand même, ça demande plus de ressources CPU cerveau pour suivre ce genre de talk-là. Il y a en parallèle des confs donc vraiment orientés hacking, il y a OSINT Village, là c'est vraiment des confs qui sont orientés donc OSINT, donc c'est Open Source Intelligence, hein, pour ceux qui savent pas, donc très intéressant. Et des speakers genre l'année dernière qui expliquaient comment les mecs de la communauté OSINT internationale arrivaient à remonter les livraisons d'armes dans des pays, mais juste via des sources ouvertes. Enfin, c'était assez fou. Il y a des workshops. Donc il y a une partie aussi, et dans les workshops, tu vas apprendre à crocheter une serrure. Donc, vraiment le truc, tu vois, basique et très pratique, à des workshops un petit peu plus complexes, un petit peu plus avancés en IT. En tout cas, voilà, c'est très cool. Les gens sont super ouverts. Donc même si vous vous dites, ouais, moi je suis dev, je suis pas
je suis pas dans le monde de la sécu, bah en fait, vous pouvez quand même venir parce que vous allez au pire apprendre des trucs. Et au pire rencontrer des gens qui sont très cool et très ouverts. Donc, voilà. Stylé. Bah, Et vous faire hacker votre téléphone et. Arrête. C'est ça. Si tu veux faire un vrai geste, c'est vraiment joueur, tu installes un Windows XP sur un laptop et tu te connectes au Wi-Fi public, au Wi-Fi de l'event, et t'attends de voir ce qui se passe. À mon avis, tu tiens pas la keynote d'ouverture. en tout cas, tu l'as très bien vendu, ça donne envie d'y aller. Et c'est même dommage que nous, on soit pas là sur cette période-là, parce que je serais bien allé y faire un tour. Parce que ouais, du coup, nous avec Rudy, on sera à Montpellier. Voilà, je le rappelle encore une fois, du 26 au 28. Ouais, c'est ça. Bah, Toi, tu reprends le 20. Tu peux venir pour le 29 au matin, ça finit à 6h du matin. Ah oui, d'accord. sur la route du retour. Ça. Donc ouais, il y a ça fin juin pour les petites actus, et puis sinon ouais, les actus Forkit, voilà. Donc si vous avez des enfants de 7 à 16 ans, je crois, hein, que c'est ça la tranche d'âge. Donc voilà, des ateliers en tout genre le 12 juillet à Rouen, donc n'hésitez pas. On a même encore besoin de quelques encadrants, hein, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à vous porter volontaire, ça peut être chouette. Et ce serait l'après-midi. Donc voilà, de souvenirs. Et voilà pour les petites news du côté de Forkit. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, messieurs. On va vous souhaiter une bonne fin de journée à toutes et tous. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui sortira. Voilà, je ne sais pas quand déjà. Je ne sais pas quand celui-ci sort. Bon. Au revoir tout le monde. Bonsoir. Ciao, ciao.